Mes enfants m'ont dit « Papa, ce Noël sera inoubliable ». Ils ont envoyé des fleurs, commandé un traiteur pour 16 personnes, dressé la plus belle table que j'avais vue depuis des années. J'ai mis mon plus beau costume et je les ai attendus à partir de 18 heures. Ils ne sont jamais venus. À minuit, le voisin m'a montré une photo. Eux, trinquant dans une autre maison, riant comme si je n'existais pas. Mais ce que j'ai découvert après, ce que j'ai trouvé caché dans ma propre maison, c'est ça qui a rendu ce Noël vraiment inoubliable, pour eux. Si cette histoire te touche d'une manière ou d'une autre, abonne-toi à la chaîne. Ici, sur Homme de Parole, on partage des histoires vraies, des choses qui pourraient arriver à n'importe qui. Laisse un commentaire pour dire d'où tu nous regardes. Je m'appelle Jean-Pierre Morvan, j'ai 79 ans, et j'habite dans une vieille maison à Villeurbanne, près de Lyon. Une maison qui sent le renfermé et les vieux souvenirs. 3 Noëls que je passe seul, à regarder la télévision avec une assiette de restes posée sur les genoux. Madeleine est morte il y a 3 ans. Mes enfants ont leur vie. Véronique, 52 ans, mariée à un homme d'affaires. Philippe, 48 ans, toujours débordé par le travail. Sylvie, 45 ans, divorcée et dépendante de tout le monde. Le 15 décembre, un mardi, je prenais mon café froid dans la cuisine quand le téléphone a sonné. C'était Véronique. « Papa, cette année ce sera différent. On va faire le réveillon chez toi tous ensemble. » Je suis resté la tasse à la main, sans savoir quoi dire. « Tu es sérieuse, ma fille ?» Elle a ri. Le même rire qu'elle avait quand elle était petite. « Bien sûr, papa. » Il est temps, non? J'ai raccroché et je suis resté là, debout, me demandant si j'avais bien entendu ou si la solitude me jouait un tour cruel. Le lendemain, j'ai ouvert WhatsApp et il y avait un message de Philippe. « Compte sur nous, le vieux. On amène les enfants. » J'ai lu ça 5 fois. Le vieux. Ça faisait des années qu'il ne m'appelait plus comme ça. Avant, il le disait avec affection. Maintenant, ça sonnait distant. Mais il avait écrit qu'il amenait les enfants. Camille, ma petite fille de 16 ans, qui ne me parle presque plus, j'ai répondu « Je vous attends ». J'ai mis un emoji cœur. Je l'ai regretté. Je l'ai effacé. Je l'ai remis. J'ai envoyé le message. Je suis resté à regarder les 2 coches grises apparaître, puis bleues. Il a vu mais n'a pas répondu. Je me suis assis dans le fauteuil du salon, celui où Madeleine passait ses après-midi à tricoter. Je suis resté à fixer le plafond, les taches d'humidité que je n'ai jamais fait réparer, et j'ai pensé « Peut-être que cette fois, oui. Peut-être que cette fois, c'est vrai. » Le vendredi, 3 jours plus tard, Sylvie est arrivée avec Mathis. J'ai entendu la sonnette pendant que je faisais la vaisselle du petit déjeuner. J'ai ouvert la porte, et le petit s'est accroché à mes jambes dans une étreinte serrée. Il sentait la lessive bon marché et le biscuit sucré. « Papy !» Je l'ai soulevé dans mes bras malgré la douleur dans le dos. 7 ans. La dernière fois que j'avais vu le petit, il en avait 5 et pleurait encore quand sa mère le laissait chez moi. Maintenant, il était plus grand, plus silencieux. Sylvie est entrée juste derrière, avec des cernes profondes et les cheveux tout ébouriffés. « Papa, Véronique organise déjà tout. Ça va être magnifique. » Je voulais y croire. Mais il y avait quelque chose dans sa voix, une fatigue, un ton d'obligation. Mathis a couru directement vers l'étagère. « Papy, t'as encore le petit train ?» Il montrait le train en bois que Madeleine lui avait acheté dans une brocante. « Bien sûr, mon petit, il est là, il t'attend. » Sylvie est restée plantée près de la porte, à tripoter son téléphone. Elle n'a pas croisé mon regard une seule fois. 5 jours après l'appel, Véronique a commencé à m'envoyer des photos. La première est arrivée à 7 heures du matin. Un arrangement de table avec des bougies dorées et des branches de sapin. « Tu aimes, papa? Je choisis ça pour toi. » Je prenais mes médicaments pour le diabète quand le téléphone a vibré. J'ai ouvert la photo. C'était magnifique, chic, cher. J'ai répondu « C'est superbe, ma fille. » Elle a envoyé un cœur rouge, puis une autre photo. Une nappe beige claire, des serviettes pliées en forme de cygne. « Tout doit être parfait pour toi, papa. » Je gardais chaque photo comme si c'était un bijou. J'ai tout montré à Fatima, la dame qui m'aide à la maison quand elle est arrivée à 9 heures. Elle a enlevé ses lunettes,
nettoyer les verres, regarder les photos en silence. Un silence trop long. « C'est joli, monsieur Morvan », elle a dit finalement. Mais elle n'a pas souri. J'aurais dû demander pourquoi, mais je n'ai pas demandé, parce que j'avais peur de gâcher le moment. Une semaine avant Noël, Fatima m'a emmené dans un centre commercial de la ville pour acheter des vêtements. Ça faisait 4 ans que je n'avais pas mis les pieds dans un magasin. L'odeur du tissu neuf m'a même donné le tournis. « Monsieur Morvan, vous devez être élégant. S'il y a une fête, vous êtes le roi de la soirée. » Le vendeur, un jeune homme avec plein de gel dans les cheveux, a commencé à me montrer des costumes. Un noir, un gris. J'ai pointé un bleu marine. Madeleine disait toujours que cette couleur me donnait l'air plus jeune. Je l'ai essayé dans la cabine. Le pantalon était un peu large. J'avais maigri. La veste flottait aux épaules. Mais quand je me suis regardé dans le miroir, pendant une seconde, j'ai vu l'homme que j'étais il y a 20 ans. Je suis sorti. Fatima a applaudi. « Vous êtes très beau, monsieur Morvan. » J'ai payé par carte, presque 500 €. Le vendeur a emballé le costume dans du papier de soie. On est sorti. Fatima est restée silencieuse tout le trajet dans le bus, regardant par la fenêtre. « Il s'est passé quelque chose ?» j'ai demandé. Elle a secoué la tête pour dire non, mais j'ai vu sa main serrer fort la anse de son sac. 5 jours avant Noël, Véronique m'a appelé à 23 h. J'étais déjà couché, lumière éteinte. « Ma fille, il s'est passé quelque chose ?» Elle avait l'air excitée, trop excitée. « Papa, j'ai commandé un traiteur de première classe. Je veux que cette soirée soit parfaite. Tu le mérites. » J'ai senti ma gorge se nouer. « Ma fille, tu n'avais pas besoin de dépenser autant. Papa, s'il te plaît, laisse-moi faire ça pour toi. Tu as toujours tout fait pour nous. » J'ai raccroché. Je suis resté là dans l'obscurité, écoutant le bruit des grillons dehors. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais payé l'école, le mariage, les dettes. Et maintenant, elle voulait me rendre quelque chose. Je me suis couvert le visage avec les mains et j'ai pleuré. Pas de tristesse, de soulagement. Parce que je pensais que ce moment n'arriverait jamais. 2 jours avant, Fatima et moi avons commencé le ménage de la maison à 7 h du matin. On a passé la serpillière, enlevé la poussière, lavé les fenêtres. J'ai traîné la grande table de la salle à manger, celle qu'on n'utilisait que pour les anniversaires et les Noëls, quand Madeleine était encore là. Lourde. Ma colonne vertébrale m'a fait terriblement mal quand j'ai poussé. Fatima est venue m'aider à pousser aussi. On a étendu la nappe blanche que Madeleine avait brodée il y a 30 ans. Il y avait encore une tache de vin d'un vieux réveillon dont personne ne se souvenait plus. J'ai compté les chaises. 16. Je les ai ajustées une par une, lentement, imaginant qui allait s'asseoir à chaque place. Véronique ici, Philippe là, les petits-enfants près de moi. Fatima m'observait depuis la cuisine, les yeux brillants, un peu embués. « Monsieur Morvan, vous êtes un homme bon. » Elle a dit ça avec une voix si triste que ça m'a serré le cœur. « Pourquoi tu dis ça, Fatima ?» Elle s'est retournée. « Pour rien, monsieur Morvan. C'est juste la vérité. » La veille de Noël, la sonnette a retenti à 10 h du matin. J'ai ouvert. C'était un livreur avec 3 énormes arrangements de fleurs, roses blanches, œillets rouges. L'odeur a envahi l'entrée de la maison. « Monsieur Morvan ?» J'ai hoché la tête. Le jeune homme m'a tendu une machine pour signer. « T'as qui les envoie ?»« Véronique Morvan. » J'ai failli tomber à la renverse. J'ai porté les arrangements à l'intérieur. J'ai cherché la carte. Je l'ai ouverte avec la main tremblante. « Au meilleur papa du monde. On t'aime. » Véronique, Philippe, Sylvie. J'ai lu à voix haute. « On t'aime. » Quand est-ce que j'avais lu ces mots pour la dernière fois? J'ai appelé Roger, mon voisin. Il est venu en traînant les pieds, a regardé les fleurs, lu la carte. Son expression n'a pas changé. « Jean-Pierre, » il a dit avec sa voix rauque, « fais attention à toi. » Il a tourné le dos et il est parti sans rien dire de plus. Je suis resté à fixer la porte fermée. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Mais je n'ai pas eu le temps d'y penser parce qu'il y avait encore beaucoup à faire. À 9 h du matin, le 24 décembre, un camion blanc est arrivé avec des lettres dorées sur le côté. Traiteur Prestige Lyon. 2 jeunes hommes sont descendus. Un plus jeune, brun, plein de tatouages sur le bras.
Je suis Karim, lui c'est Jérôme. » Ils ont commencé à décharger les caisses, plateaux en inox, verres en cristal, bouteilles de vin avec des étiquettes que je n'avais jamais vues de ma vie, dinde, foie gras, saumon fumé, salade dans des récipients scellés, desserts couverts de film transparent. Je suis resté à la porte, juste à les regarder entrer et sortir. « Tout ça c'est pour ce soir ?» Karim a fait oui de la tête en ajustant un plateau sur la table. « Oui, monsieur. Votre fille a pris la formule Prestige. De quoi manger pour 16 personnes. » Je suis resté sans voix. J'ai pensé, mes enfants ont dépensé une fortune. Karim m'a regardé. Vous devez être très important pour votre famille, monsieur Morvan. J'ai souri, parce qu'à ce moment-là, j'y croyais vraiment. À 15 heures, j'ai pris une douche avec le savon neuf que j'avais acheté exprès pour cette soirée. Je me suis rasé lentement, en faisant attention à ne pas me couper. J'ai mis une lotion, celle-là même que Madeleine m'avait offerte pour mon dernier anniversaire et que je n'avais jamais eu le courage d'utiliser. J'ai enfilé le costume bleu. Je me suis mis debout devant le miroir. Le pantalon était encore large, mais je me voyais décent, respectable. Fatima est entrée dans la chambre. « Venez, monsieur Morvan, laissez-moi vous aider avec la cravate. J'ai toujours été nul pour faire les nœuds. » Elle a tout ajusté en silence. Un silence trop long. Quand elle a fini, elle a fait un pas en arrière, m'a regardé de haut en bas, et soudain, de nulle part, ses yeux se sont remplis d'eau. « Monsieur Morvan, vous êtes un homme bon. N'oubliez jamais ça. » J'ai sursauté. « Fatima, qu'est-ce qui se passe ?» Elle a secoué la tête. « Rien du tout. N'oubliez pas, c'est tout. » Elle est sortie de la chambre, et je suis resté là, debout, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. À 17 heures, tout était prêt. La table dressée, 16 places, les bougies allumées, les petites flammes dorées tremblantes au moindre courant d'air. La maison sentait la cannelle, le sapin et la viande rôtie. Je me suis assis dans le fauteuil du salon. Je suis resté à regarder les guirlandes lumineuses de Noël que j'avais accrochées à la fenêtre, les photos de Madeleine sur l'étagère, son sourire figé dans le temps. J'ai fermé les yeux, respiré profondément, et pour la première fois en 3 ans, j'ai senti que ma maison était redevenue un foyer. « Madeleine, » j'ai murmuré, « j'espère que tu pourrais voir ça. » J'ai ouvert les yeux, regardé l'heure. 17h10. Il restait moins d'1 heure. Ma main tremblait. Je ne savais pas si c'était d'émotion ou de peur, parce que tout au fond, bien caché, il y avait une voix qui chuchotait. Et s'il ne venait pas? Mais j'ai fait taire cette voix. Je l'ai fait taire de force, parce que j'avais besoin d'y croire. À 18 heures pile, j'ai appelé Véronique. Le téléphone a sonné 3 fois avant qu'elle réponde. « Allô ?» Sa voix était pressée. En fond sonore, on entendait de la musique, des rires, des voix de gens que je ne reconnaissais pas. « Ma fille, vous arrivez à quelle heure ?» Un court silence. « Ah, papa, dans 1 heure environ. On finit juste de se préparer. » Il y avait quelque chose dans son ton qui ne passait pas. Ça sonnait distrait, comme si elle faisait autre chose en me parlant. « Vous êtes où ?» Une autre pause. « À la maison, papa, t'inquiète pas, on part bientôt. » Et elle a raccroché sans même dire au revoir. Je suis resté avec le téléphone à la main, fixant l'écran noir. Pourquoi il y avait de la musique comme ça s'ils étaient en train de se préparer? Pourquoi tant de monde qui parlait autour? J'ai secoué la tête. Calme-toi, Jean-Pierre, c'est Noël. Tout le monde est dans la course. J'ai rangé le téléphone. Je suis allé à la cuisine. Karim ajustait les derniers plateaux. Ils arrivent bientôt, j'ai dit. Plus pour moi-même que pour lui. À 18h30, j'avais déjà fait le tour de toute la maison pour la 10e fois cet après-midi-là. J'ai vérifié les couverts. Tout aligné l'un à côté de l'autre. J'ai touché une serviette. Bien pliée. Je me suis étiré pour regarder la cuisine, tout en ordre. Je suis retourné au salon, j'ai regardé par la fenêtre. La rue était calme. Un chien errant est passé en trottinant, les lumières des voisins allumées. On pouvait voir des silhouettes bouger à l'intérieur, des familles, ensemble, en train de manger, de rire. Je me suis assis de nouveau. Karim est apparu venant de la cuisine avec un verre à la main. « Monsieur Morvan, vous voulez un peu de vin en attendant ?»
J'ai regardé le verre. Ce rouge sombre, j'ai secoué la tête. Non, je vais trinquer avec tout le monde quand ils arriveront. Il a acquiescé, mais j'ai vu quand il a échangé un regard avec Jérôme. Un regard qui disait quelque chose que je ne voulais pas voir. À 19h15, un message est arrivé. Je l'ai ouvert immédiatement. Véronique. Papa, petit retard. Philippe a dû passer prendre quelque chose. On arrive. J'ai lu le message 2 fois. Petit retard, d'accord, normal. J'ai respiré profondément. J'ai écrit « Je vous attends ». J'ai envoyé. Les 2 coches sont devenues bleues en quelques secondes. Elle a vu, mais n'a pas répondu. 5 minutes, 10 minutes, rien. J'ai laissé le téléphone sur la table. J'ai regardé les bougies. Elles avaient déjà baissé de presque 1 centimètre. La cire coulait sur les côtés, faisant des larmes blanches sur les chandeliers en argent. Je me suis levé, je suis allé à la cuisine. J'ai bu de l'eau. La bouche était sèche, les mains moites. « Calme-toi », je me répétais. Ils arrivent. À 19h45, j'ai remarqué que Fatima était assise dans un coin de la cuisine, sur ce petit tabouret où elle s'assoit toujours pour éplucher les pommes de terre. Elle avait son téléphone à la main, écrivait quelque chose, effaçait, écrivait de nouveau, les doigts tremblants. Je me suis approché. « Fatima, ça va ?» Elle a levé le visage. Les yeux rouges, gonflés, l'air de quelqu'un qui avait pleuré en cachette. « Oui, monsieur Morvan, tout va bien. » Mais sa voix s'est brisée à la fin. « T'es sûr ?» Elle a fait oui de la tête. Trop vite, trop vite. Elle a fourré le téléphone dans la poche de son tablier, s'est levée. « Je vais vérifier les boissons. » Elle s'est éloignée avant que je puisse dire quoi que ce soit. Je suis resté là, debout, avec une angoisse qui grandissait dans l'estomac. Mais j'ai repoussé ça au loin, parce que j'avais encore de l'espoir. À 20h30, le téléphone a vibré. Un message vocal de Philippe. J'ai appuyé sur play. « Le vieux, je pars maintenant. Désolé. Le trafic, c'est l'enfer. Noël, tu vois, tu sais comment c'est. » Sa voix était étrange, pressée, mais en fond sonore, j'ai entendu quelque chose qui m'a glacé. De la musique. Ce n'était pas de la radio, c'était de la musique live, un son de fête, et très bas, une voix de femme qui riait. J'ai écouté le message vocal de nouveau. J'ai fait attention, il y avait du monde là-bas. Beaucoup de voix ensemble. Il était où? Dans la voiture ou ailleurs? Mon cœur s'est emballé. Non, je me suis dit. Ne commence pas. Il arrive. Il a dû passer quelque part avant. J'ai rangé le téléphone, mais mes mains n'arrêtaient pas de trembler. À 21h, Karim s'est approché, la main enfoncée dans sa poche. Il a regardé la table. La dinde déjà sans aucune fumée, les sauces qui commençaient à durcir, la purée avec une petite croûte sèche qui se formait dessus. « Monsieur Morvan, la nourriture refroidit. Vous voulez qu'on réchauffe ?» J'ai regardé son visage. Il avait une expression bienveillante, respectueuse, mais il y avait aussi de la tristesse, comme s'il savait quelque chose que je refusais de voir. « Non, » j'ai dit. Ma voix est sortie plus dure que je ne voulais. « Ils arrivent. » Il n'a pas insisté. Il a juste hoché la tête. Il est retourné à la cuisine en marchant lentement. Je l'ai entendu chuchoter avec Jérôme. Je n'ai pas compris les mots, mais le ton était clair. Ils avaient pitié de moi. Et je détestais ça. Je détestais être le vieux qui fait pitié aux autres. À 21h45, le téléphone a vibré de nouveau. Sylvie. « Papa, pardon, on a du retard, mais on arrive bientôt. Je t'aime. » Ces 2 mots. Je t'aime. Je les ai lus 1, 2, 3 fois. Quand est-ce que Sylvie m'avait dit ça pour la dernière fois? Pas par message, en face de moi en me regardant dans les yeux. Je ne m'en souvenais pas. J'ai répondu « Je vous attends, ma fille. Tout est prêt ici. » J'ai envoyé. J'ai vu les coches, grises puis bleues. Elle a lu. 1 minute, 5, 10. Aucune réponse. J'ai laissé le téléphone sur la table. J'ai regardé les 16 chaises vides, les verres brillants à la lumière des bougies, les assiettes qui attendaient comme moi. Et j'ai senti quelque chose se briser ici dedans. Petit mais essentiel. À 22h30, Fatima est apparue avec une assiette à la main. Du jambon, un peu de salade, du pain. Elle l'a posé devant moi. « Monsieur Morvan,
S'il vous plaît, mangez au moins un petit peu. » J'ai regardé l'assiette. La nourriture avait l'air froide, triste. Je veux attendre mes enfants. Ma voix est sortie creuse. Elle s'est agenouillée à côté de ma chaise, a pris ma main. Sa main était rugueuse, pleine de callosité. « Monsieur Morvan, s'il vous plaît. » Elle avait des larmes dans les yeux. Pourquoi est-ce qu'elle pleurait? Qu'est-ce qu'elle savait que moi je ne savais pas? J'ai retiré ma main. « Ils vont venir, Fatima. Ils me l'ont promis. » Elle a fermé les yeux, acquiescé de la tête, s'est levée, a rapporté l'assiette à la cuisine. Et je suis resté là, seul, de nouveau. À 23 heures, j'ai entendu du bruit dans la cuisine. Karim et Jérôme rangeant les affaires. Bruit de couverts qui s'entrechoquent, de plateaux qui raclent l'un contre l'autre pendant qu'ils empilaient, de plastique qu'on emballait. Je ne suis pas sorti de ma chaise. Je n'y arrivais pas. J'étais figé, fixant la porte d'entrée, attendant, juste attendant. Une des bougies s'est éteinte, puis une autre. Le salon s'est assombri peu à peu. Les ombres ont grandi sur les murs, et je suis resté là, comme une statue, comme un idiot. J'ai pensé à Madeleine. Ah, comment elle dirait « Jean-Pierre, laisse tomber ça et viens manger ». Mais Madeleine n'était plus là, et mes enfants non plus. À 23h40, le téléphone a vibré. Je l'ai attrapé si vite que j'ai failli le faire tomber. Je l'ai rattrapé en l'air. Véronique. Un message. « Papa, pardonne-moi vraiment, il y a eu un imprévu de dernière minute. On n'a pas pu venir. Demain, on t'explique. Pardon. » J'ai lu le message. Une fois, 2 fois, 3 fois. Les mots ont commencé à danser sur l'écran. « On n'a pas pu venir. Demain, on t'explique. Pardon. Pardon, pardon, pardon. » J'ai lâché le téléphone sur la table. Je suis resté à regarder le plafond, les taches d'humidité, les fissures que je n'ai jamais fait réparer. Et j'ai senti tout ce que je retenais depuis 15 jours, depuis 3 ans s'effondrer. Lentement, en silence, douloureusement. À minuit, les cloches de l'église du quartier ont commencé à sonner. Dong, dong, dong. 12 coups traînants. Noël officiellement. J'ai regardé autour de moi. La table pour 16 personnes, les bougies presque mortes, les plats froids, les verres vides, les photos de Madeleine qui me fixaient depuis l'étagère avec ses yeux qui ne brillaient plus. Et moi, seul, moi. Dans le silence entre un coup de cloche et l'autre, il y a eu un son dehors. Des pas. Des pieds marchant sur les feuilles sèches du jardin. Mon cœur a fait un bond. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à la porte, la jambe tremblante. J'ai ouvert. Mais ce n'étaient pas mes enfants de l'autre côté. C'était Roger avec une bouteille de vin dans une main et un regard qui disait déjà tout, sans avoir besoin de parler. Roger est entré sans que j'aie besoin de l'appeler, traînant les pieds comme toujours. 83 ans pesant dans chaque pas. Il portait une bouteille de vin rouge avec l'étiquette à moitié décollée. Il l'a posée sur la table. « Tu ne vas pas passer cette nuit seul, Jean-Pierre. » Sa voix est sortie rauque, fatiguée, mais ferme. Je suis resté debout près de la porte, encore la main sur la poignée. « Roger, t'as pas besoin de... » Il a levé la main, m'a coupé. « Assieds-toi. » Et il s'est assis en premier, sur la chaise que j'avais réservée pour Philippe. Il a sorti un vieux tire-bouchon de la poche de son manteau, a ouvert le vin, le bouchon est sorti avec un pop sec. Il a servi 2 verres, m'en a tendu un. « Trinquons, Jean-Pierre, à nous, à ceux qui sont encore là. » J'ai pris le verre. Ma main tremblait tellement que le vin tournait en cercle. On a trinqué. Le cristal a teinté. Et j'ai bu. Ça avait un goût amer. Comme tout cette nuit-là. Environ 15 minutes après, Karim est apparu venant de la cuisine. Il portait encore le tablier blanc du traiteur. Il s'est arrêté à côté de la table, main enfoncée dans la poche. « Monsieur Morvan. » Il a fait une pause, a regardé Roger, puis moi. « Mon service s'est terminé il y a 2 heures. Mais si vous permettez, j'aimerais rester. » Je l'ai regardé sans comprendre. Pourquoi il voudrait rester? C'était un inconnu, un jeune homme venu pour travailler, c'est tout. Tu n'as pas besoin de faire ça, mon garçon. Karim a secoué la tête, s'est approché, a tiré une chaise, celle que j'avais réservée pour Véronique, il s'est assis. Je veux, monsieur Morvan. Il y avait quelque chose dans son regard, une tristesse profonde comme un puits. Quelque chose que j'ai reconnu parce que je portais la même, la solitude.
Celle qui fait mal jusque dans les os. Karim s'est servi du vin, a bu une longue gorgée, a posé le verre sur la table. Mon père est mort l'année dernière, en novembre, 1 mois avant Noël. Sa voix a flanché à la fin. Il s'est raclé la gorge, a continué. J'ai passé le dernier Noël seul dans mon studio avec un sandwich acheté à la boulangerie du coin, à regarder la télé. Il s'est arrêté, à regarder le verre. Quand je me suis juré que si un jour je voyais quelqu'un passer par la même chose, je ne laisserais pas cette personne seule. Je suis resté silencieux. Je ne savais pas quoi dire. Les mots coincés dans la gorge. Roger a rempli son verre de nouveau. « Tu es un bon gars. » Karim a fait un sourire triste, mais il l'a fait. Jérôme, l'autre serveur, est sorti de la cuisine, portant un plateau plein d'assiettes propres. Il l'a posé sur la table. « Si on dîne, dînons correctement. » Il a commencé à servir. Dinde, jambon, salade, purée, tout ça qui avait déjà refroidi. Fatima est apparue avec les serviettes, les a distribuées en silence, s'est assise sur la chaise que j'avais gardée pour Sylvie. 4 inconnus assis à ma table, sur les chaises de mes enfants. Et moi, là, sans savoir si je devais rire ou pleurer. Roger a levé son verre. À ceux qui sont là. Pas à ceux qui ont promis et ne sont pas venus. Tout le monde a levé le sien. On a trinqué et on a commencé à manger. Au début, un silence pesant. Juste le bruit des couverts qui frappèrent les assiettes. On mâchait lentement, comme si on avait tout le temps du monde. Une demi-heure après, Roger a commencé à raconter une histoire. Un truc d'un âne qui s'est échappé quand il était jeune. Une histoire bête, ridicule même. Mais il la racontait avec tellement de détails que Jérôme a éclaté de rire. Puis Karim. Même Fatima a laissé échapper un petit sourire. Je suis resté à écouter et pendant un instant, juste un instant, j'ai oublié où j'étais. J'ai oublié que mes enfants n'étaient pas venus, j'ai oublié la table vide, j'ai oublié la douleur. J'ai ri. Un petit rire, gêné, mais vrai. Roger m'a regardé, a fait oui de la tête comme pour dire « Tu vois, Jean-Pierre, tu peux encore rire. » Et il avait raison. Je pouvais encore. Encore une demi-heure à passer. On en était déjà à la 2e bouteille de vin. Celle-là, Jérôme l'avait apportée de la cuisine. Il reste 6 bouteilles. Ce serait d'un péché de les laisser se gâter. On parlait de football. Jérôme était fan de l'AS Saint-Étienne. Roger aussi. Ils ont commencé à discuter d'un match d'il y a 20 ans. Moi et Karim, on écoutait juste. Moi, bien sûr, je défendais l'OL. J'ai toujours été pour l'Olympique lyonnais, depuis tout jeune. Madeleine se moquait de moi à chaque fois qu'il perdait. « Tiens, Jean-Pierre accepte donc que cette équipe est vraiment nulle. » Je boudais, mais elle riait, ce rire qui remplissait toute la maison. J'ai regardé sa photo sur l'étagère, le sourire figé là, et j'ai senti un trou dans la poitrine. Sauf que cette fois, je n'étais pas seul dans ce trou. Fatima était silencieuse, trop silencieuse. Elle poussait la nourriture dans l'assiette, mais ne mettait presque rien dans la bouche. Je l'ai observée. Les yeux rouges, gonflés, l'air de quelqu'un qui avait déjà beaucoup pleuré. « Fatima, ça va vraiment ?» Elle a levé le visage, m'a regardé. Et pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait ouvrir son cœur, dire quelque chose d'important, quelque chose qui était coincé. Mais elle a secoué la tête. « Oui, monsieur Morvan. » Elle a lâché la fourchette, s'est essuyé la main avec la serviette. « C'est juste que je dois vous parler, mais pas ce soir. » Sa voix tremblait. « Quand ?» Elle a regardé les autres, puis moi. « Demain, demain, je vous dis tout. » Et elle n'a plus rien dit. Elle s'est levée, est allée aux toilettes. J'ai entendu ses pleurs derrière la porte fermée. Et là, j'ai su. J'ai su qu'il y avait quelque chose de mauvais qui arrivait. 2 heures du matin, et on était encore là. La conversation avait déjà changé de ton. Maintenant, c'était des choses plus profondes. Karim a raconté que son père travaillait 16 heures par jour dans un garage mécanique. Qu'il ne se plaignait jamais de rien, et qu'un beau jour, il ne s'est simplement plus réveillé. AVC, 58 ans. C'était un homme bon, Karim a dit. Il ne disait jamais non à personne. Il a dit ça avec fierté, mais avec de la colère aussi. Et à la fin, personne n'est venu à son enterrement. Juste moi et 2 collègues du garage. Il s'est essuyé les yeux avec le dos de la main. C'est pour ça que je suis ici, monsieur Morvan, parce que mon père était comme vous. Un homme bon. Et un homme bon ne mérite pas de rester seul.
J'ai senti ma gorge se nouer, parce que j'ai reconnu Madeleine dans ses mots. La douleur reconnaît la douleur. 2h30, Roger s'est levé. Son genou a craqué au moment où il s'est mis debout. C'est l'heure pour moi. Il a marché jusqu'à la porte, je l'ai suivi. Avant de sortir, il s'est retourné, m'a regardé droit dans les yeux. « Jean-Pierre, tes enfants ne méritaient pas ce réveillon. » Il a fait une pause. Son visage est devenu sérieux, plus sérieux que d'habitude. Mais un jour tu comprendras pourquoi ils ont fait ça. J'ai froncé les sourcils. « Comment ça, Roger? Qu'est-ce que tu veux dire ?» Il a secoué la tête. « Tu sauras, sois patient. » Il est sorti. La porte s'est fermée derrière lui. Je suis resté là, debout, fixant la porte fermée. Tu comprendras pourquoi ils ont fait ça. Qu'est-ce que ça voulait dire, bon sang? Qu'est-ce que Roger savait que moi je ne savais pas? Je suis retourné à table. Karim et Jérôme rangèrent les assiettes. Fatima rangeait ce qui restait de nourriture dans des petits récipients en plastique. Je me suis assis, je les ai regardés travailler en silence, et j'ai ressenti quelque chose d'étrange, de la gratitude, parce que ces inconnus avaient fait ce que ma propre famille n'avait pas fait. Ils étaient restés, avaient à partager, m'avaient tenu compagnie. Karim s'est approché, m'a posé la main sur l'épaule. « Monsieur Morvan, si vous avez besoin de quoi que ce soit, voici mon numéro. » Il m'a tendu une serviette avec un numéro noté au stylo bleu. N'importe quoi, n'importe quand. J'ai pris la serviette, l'ai pliée, rangée dans la poche de la veste. « Merci, mon garçon. » Il a hoché la tête. « C'est moi qui vous remercie de nous avoir laissés rester. » Ils sont partis à 3h du matin. Fatima est sortie en dernier. Avant de partir, elle m'a serré fort dans ses bras, d'une façon qu'elle n'avait jamais faite. « Monsieur Morvan, demain on parle. S'il vous plaît, ne me détestez pas quand vous saurez la vérité. » Elle m'a lâché et partie presque en courant. Je suis resté à la regarder s'éloigner dans la rue vide. La vérité. Quelle vérité? J'ai fermé la porte. Je me suis retrouvé seul de nouveau. Mais cette fois, c'était différent. Parce que j'avais dîné, j'avais ri, j'avais partagé la table avec des gens qui avaient choisi d'être là. Pas par lien de sang, par humanité. J'ai regardé la table. Il y avait encore l'odeur de nourriture, de vin, de bougies éteintes. Et au milieu du silence, la phrase de Roger continuait à résonner dans ma tête. « Tu comprendras encore pourquoi ils ont fait ça. » Et j'ai eu peur. Peur de ce que j'étais sur le point de découvrir. Je me suis réveillé sur le canapé. Je ne me souvenais même pas de m'être allongé là. Le soleil entrait par la fenêtre, me blessant les yeux. J'ai regardé l'heure. 8h du matin. La tête qui palpitait. Gueule de bois du vin. Je me suis assis lentement. Tout faisait mal. Le dos, les genoux, l'âme. J'ai cherché mon téléphone. Il était par terre. L'écran affichait 47 notifications. 47 messages. Tous de la même nuit. Tous pendant que je dormais. J'ai ouvert WhatsApp et j'ai commencé à lire. Véronique, papa, pardonne-moi. C'était horrible ce qui s'est passé. Il y a eu une urgence. Philippe. Le vieux, je vais me rattraper, promis. Sylvie. Papa, je pleure de culpabilité. S'il te plaît, pardonne-moi. J'ai continué à descendre. Plus de messages, plus d'excuses, plus de promesses vides. Les mots se répétaient comme s'ils avaient été copiés-collés, comme s'ils avaient répété ensemble. J'ai lu chaque message lentement, cherchant quelque chose. Une phrase qui sonne vraie, qui sonne honnête. Mais je n'ai pas trouvé. Toutes les demandes de pardon avaient le même ton, la même formule. « Pardon, papa, il y a eu un imprévu. On va se rattraper. » Imprévu? Quel imprévu fait que 3 personnes abandonnent en même temps? Quelle urgence est si grande que personne ne peut appeler avant? J'ai lâché le téléphone, je me suis levé, je suis allé à la cuisine. Fatima avait laissé le café prêt. Il était encore tiède. Je me suis servi une tasse. J'ai bu debout, appuyé contre la fenêtre. Dehors, la vie continuait normalement. Un voisin qui sortait les poubelles. Un gamin qui promenait son chien. Et moi là, avec 47 mensonges dans mon téléphone. À 10h, la sonnette a sonné. J'ai ouvert sans même demander qui c'était. Véronique était là, sur le pas de la porte. Robe bleue, maquillage impeccable, cheveux coiffés. Et dans la main, une énorme boîte emballée dans du papier doré. Elle m'a serré dans ses bras avant que je puisse dire quoi que ce soit.
Papa, papa, pardonne-moi tellement. Elle pleurait, ou faisait semblant de pleurer. Je n'étais plus sûr. Elle m'a lâché, est entrée sans attendre d'invitation, a posé la boîte sur la table. Papa, c'était horrible. La voiture est tombée en panne sur la route. On est resté bloqué là, sans réseau, sans rien. Elle m'a regardé attendant une réaction. Je l'ai juste observé. Chaque détail. La robe sans un pli, les chaussures qui brillaient, les cheveux avec une odeur de salon de coiffure. Elle n'avait pas l'air de quelqu'un qui avait passé la nuit au milieu d'une route. À quel endroit la voiture est tombée en panne? J'ai demandé. Ma voix est sortie glaciale, plus glaciale que je ne voulais. Véronique a cligné des yeux. Sur la route vers Villefranche. J'ai acquiescé. Et comment vous êtes rentré? Elle a fait un petit rire nerveux. Ah, on a appelé une dépanneuse, hein? Ça a pris des heures. C'était un calvaire, papa. Je me suis approché. J'ai regardé bien au fond de ses yeux. Les mêmes yeux qui, quand elle était petite, me regardaient avec admiration. Maintenant, je voyais quoi? De la culpabilité? De la peur? Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Elle a baissé le regard. Je n'avais pas de réseau, papa, je te l'ai déjà dit. Mensonge. J'ai su immédiatement. Parce que Véronique n'a jamais su mentir en me regardant dans les yeux. Elle baisse toujours les yeux. Comme maintenant. La sonnette a sonné de nouveau. Véronique est allée ouvrir, c'était Philippe, en jean et chemise blanche. Montre chère au poignet, lunettes de soleil, même sans soleil fort. Dans la main, un sac d'une bijouterie. Le vieux! Il m'a donné une tape sur l'épaule, ferme, comme si rien ne s'était passé. Il est entré, a posé le sac à côté du cadeau de Véronique, a sorti une petite boîte, l'a ouverte, une montre argentée, chic. Pour toi, papa, pour compenser la soirée d'hier. J'ai regardé, je n'ai même pas touché. Qu'est-ce qui s'est passé, Philippe? Il a enlevé ses lunettes. Il s'est passé quoi? Le ton était sur la défensive. Hier, pourquoi vous n'êtes pas venu? Il a poussé un soupir, comme si j'étais un gamin pénible. Papa, essaie de comprendre. C'était un imprévu familial sérieux. Je l'ai fixé sans détourner le regard. Quel imprévu, Philippe? Il a bégayé. Juste une seconde, mais j'ai vu. Isabelle, ma femme, s'est sentie mal, très mal. On a dû l'emmener à l'hôpital. J'ai acquiescé. Et maintenant, elle va bien? Il s'est un peu détendu. Oui, oui, c'était juste une frayeur. Je me suis approché. À quel hôpital vous l'avez emmené? Son expression a changé. Pourquoi tu demandes ça? Je n'ai pas répondu. Je suis juste resté à regarder, à attendre. À l'hôpital Édouard Herriot. Mensonge. Isabelle avait une mutuelle haut de gamme. Elle courait toujours à la clinique privée de la ville, Jean Mermoz. Je lui ai dit ça. Philippe a pâli. Ben c'est que c'était fermé, c'était Noël, papa. Encore un mensonge. Un hôpital ne ferme pas à Noël. Et il le savait. Véronique est intervenue. Papa, s'il te plaît, c'est du passé. On est là maintenant, non? Sa voix était désespérée, presque une supplique. On est venu s'excuser, on est venu passer du temps avec toi. J'ai regardé les deux, debout dans mon salon, plein de cadeaux chers, d'excuses préparées, de mensonges mal racontés. Où est-ce que vous étiez hier soir? Silence. Philippe a regardé Véronique. Véronique a fixé le sol. On a déjà dit, a murmuré Philippe. Non, j'ai dit. Ma voix est montée. Dites-moi la vérité. Où est-ce que vous étiez? Véronique a commencé à pleurer. Cette fois pour de vrai. Papa, s'il te plaît. Mais elle n'a pas fini, parce que la sonnette a sonné de nouveau. C'était Sylvie et Mathis. Le petit a lâché la main de sa mère et a couru vers moi. « Papy !» Il m'a serré dans ses bras au niveau des jambes. Je l'ai soulevé dans mes bras malgré la douleur dans le dos. Il sentait le savon, l'innocence. Mathis, mon petit. Je l'ai serré fort, trop fort. Sylvie est entrée lentement, les yeux rouges, gonflés. Elle avait beaucoup pleuré. Elle a regardé Véronique, puis Philippe, comme si elle attendait des ordres. Véronique a fait un signe de la tête. Sylvie est venue vers moi. « Papa, pardonne-moi. » Sa voix s'est brisée au milieu.
S'il te plaît, pardonne-moi. » Et elle s'est effondrée. Elle est tombée à genoux en pleurant. Mathis a eu peur. « Maman ?» J'ai posé le petit par terre. Je me suis agenouillé à côté de Sylvie. « Ma fille, qu'est-ce qui se passe ?» Elle secouait la tête. « Je n'y arrive pas, papa. Je n'arrive pas à continuer à mentir. » Véronique est venue vite. « Sylvie, ça suffit. » Son ton était un ordre. Sylvie a regardé, effrayée. « Mais Véronique, ça suffit, Sylvie. » Philippe aussi s'est approché. « Sylvie, calme-toi. » Ils l'ont relevée par les bras, l'ont mise sur le canapé. Mathis est resté à côté de moi, effrayé, sans rien comprendre. Je me suis baissé, j'ai regardé bien dans ses yeux. « Mathis, tu voulais venir ici hier ?» Il a fait oui de la tête. Ses yeux se sont remplis d'eau. « Je voulais, papy, je voulais beaucoup. J'ai dit à maman, mais elle a dit non, qu'on devait aller ailleurs. J'ai senti quelque chose gelé ici dedans. »« Où vous êtes allé ?» Mathis a ouvert la bouche pour répondre, mais Sylvie a crié « Mathis, tais-toi !» Le petit a eu peur, s'est mis à pleurer. 14 heures, ils sont partis, les trois, avec leurs cadeaux, avec leurs promesses de « ce week-end on se rattrape », avec leurs étreintes fausses, avec leurs bises du bout des lèvres que je n'ai même pas senties. J'ai fermé la porte. Je suis resté là, debout, regardant les cadeaux sur la table. La boîte dorée de Véronique, la montre de Philippe, la peluche que Sylvie avait apportée. Je n'ai pas ouvert, je n'ai pas touché. Je suis juste resté à regarder. Et je n'ai rien ressenti. Un vide. Je suis allé à la cuisine. Je me suis servi un verre d'eau. J'ai bu lentement. Et là, le téléphone fixe a sonné. Celui que presque plus personne n'utilise. J'ai décroché. « Monsieur Jean-Pierre Morvan ?» C'était une voix de femme, professionnelle. « Oui, c'est moi. » Nous appelons de la banque. « Nous vous appelons pour confirmer un achat de 47 000 € effectué hier sur votre carte, se terminant par 3426. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Si tu es arrivé jusqu'ici, dis-moi en commentaire d'où tu me regardes. Parfois, juste savoir qu'il y a des gens dans ce monde qui me comprennent me donne la force de continuer à raconter ces histoires. J'ai demandé à la dame de la banque de répéter. « Combien vous avez dit ?» Ma voix est sortie cassée. Elle, avec cette patience entraînée d'opératrice de centre d'appel, a répété « 47 000 €, monsieur Morvan. Traiteur Prestige Lyon, 22 000. Fleuriste Rose de Mai, 8 500. Décoration Martin, 11 000. Vin et spiritueux du Rhône, 5 500. Chaque chiffre était un coup de poignard. 22 000 de traiteur, 8 000 de fleurs. Tout ça, c'est moi qui ai payé. Je me suis assis par terre. Littéralement. Les jambes n'ont pas supporté le poids. Le téléphone encore collé à l'oreille. « Monsieur Morvan, vous êtes toujours en ligne. » Je me suis raclé la gorge. « Oui, oui. » La bouche sèche comme si j'avais avalé du sable. « Vous avez autorisé ces achats ?» J'ai fermé les yeux. « Non, je n'ai rien autorisé. » L'employé a tapé sur son clavier. J'entendais le tac-tac des touches par le téléphone. Je vois ici que les prélèvements ont été effectués le 23 décembre à 11h14 du matin, tous depuis la même adresse IP, un ordinateur dans le quartier de la Presqu'île à Lyon. La Presqu'île, là où Véronique habite. Le système montre que la carte a été enregistrée sur le site le 15 décembre, il y a 10 jours. Le même jour où Véronique m'a appelé pour parler du réveillon. Le même jour où tout a commencé. Vous voulez qu'on bloque la carte ? Je n'ai pas répondu tout de suite. Je faisais des calculs de tête, essayant de me souvenir. Quand est-ce qu'elle m'a demandé la carte déjà ? Monsieur Morvan ? La voix de la femme m'a ramené. Oui, oui, bloquez-la. Que j'ai raccroché. Je suis resté assis par terre dans la cuisine. Le frigo ronronnait, c'était le seul bruit. J'ai pris mon portefeuille de la poche du pantalon, main tremblante, j'ai ouvert. Elle était là, ma carte. Visa se terminant par 3426, le même numéro que la dame de la banque avait dit. Alors ils n'avaient pas volé le plastique, ils avaient juste utilisé les données, les numéros, la date d'expiration, le code de sécurité. Mais comment ? Comment ils avaient eu ça ? Je me suis levé, je suis allé au bureau, j'ai ouvert le tiroir où je garde les papiers. Vieux relevé, reçu. Et là, je me suis souvenu. Il y a un peu plus de 2 semaines, un mardi,
3 jours avant l'appel de Véronique promettant le réveillon. Véronique était venue me rendre visite. Elle a dit qu'elle avait besoin d'acheter un cadeau pour Sylvie, pour son anniversaire. « Papa, tu me prêtes ta carte? La mienne est bloquée et j'ai besoin d'acheter aujourd'hui. » Je l'ai donnée sans réfléchir. Elle est sortie, revenue 1 heure après, m'a rendu la carte. « Merci, papa. Tu es le meilleur. » Et m'a fait un bisou sur le front. Cette heure-là, c'est pendant ce temps qu'elle a dû photographier la carte, noter les numéros, tout enregistrer sur le site du traiteur, du fleuriste, de tout le monde. Et moi, je n'ai même pas eu de soupçon, parce que c'était ma fille. Parce que je lui faisais confiance, parce que j'ai été un idiot. J'ai composé son numéro. Ça a sonné 5 fois. Messagerie. Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible. J'ai raccroché. J'ai rappelé. Encore la messagerie. J'ai envoyé un message. Ma fille, pourquoi vous avez payé le traiteur avec ma carte? J'ai vu les 2 coches devenir bleues. Elle a lu, mais n'a pas répondu. 5 minutes, 10, 15. Au bout de 40 minutes, enfin la réponse est venue. Papa, c'était une surprise. On allait te rembourser, vraiment. J'ai lu 3 fois. On allait te rembourser. Au passé. Comme s'ils avaient déjà renoncé à rembourser. J'ai répondu « Quand ?» J'ai envoyé le message. Les coches sont devenues bleues. Elle a lu. Mais aucune réponse n'est venue. J'ai attendu 1 heure à regarder l'écran, attendant que ces 3 petits points apparaissent, ceux de quelqu'un qui tape. Rien n'est apparu. Silence. J'ai appelé Philippe. Messagerie. Sylvie. Messagerie. Les 3 m'avaient bloqué ou avaient éteint leur téléphone ou m'ignoraient simplement. Je me suis assis sur la chaise du bureau, la même où je m'asseyais pour faire les comptes quand Madeleine était vivante, la même où on planifiait les voyages, où on faisait la déclaration d'impôt, où on était encore une famille. Maintenant, c'était juste un vieux idiot qui s'était fait voler par ses propres enfants. J'ai allumé l'ordinateur. Il a mis une éternité à démarrer. Il est vieux comme moi. J'ai ouvert le navigateur, je suis allé sur le site de la banque. Mon identifiant, mon mot de passe. J'ai eu besoin de 3 essais pour trouver. Je suis entré, je suis allé dans les mouvements. J'ai descendu la page. Décembre, novembre, octobre. Et ils étaient là, des achats que je ne reconnaissais pas. 14 octobre, boutique Irène, 3200. Je n'achète jamais de vêtements en boutique. 2 novembre, salon de beauté. Narcisse, 480. Je ne mets jamais les pieds dans un salon de beauté. 27 novembre. Cave à vin premium 510. Je n'achète pas de vin chic. J'ai fait le total approximatif. Presque 13 000 en 2 mois, plus les 47 000 du réveillon. 60 000 euros. 60 000 que Véronique avait dépensés sans demander, sans prévenir. Vol? Non, ce n'était pas du vol. Le vol, c'est quand un étranger te prend quelque chose. Ça, c'était pire. C'était ton propre sang qui met la main dans ton portefeuille, qui profite de ta confiance, qui utilise ton nom, ton argent, ton affection. Et après qui ment en te regardant dans les yeux, qui pleure, qui t'embrasse en disant « Je t'aime, papa ». Pendant qu'il vide ton compte, j'ai fermé l'ordinateur, j'ai appuyé ma tête dans mes mains et j'ai pleuré. Pas de tristesse, de rage. De la rage pure, de la rage qui brûle à l'intérieur. Rage contre eux, contre moi, contre tout. Comment je n'ai pas vu? Comment j'ai été si aveugle, si bête? Madeleine vérifiait toujours les relevés. Jean-Pierre, il faut regarder. Les gens sont malins. Mais moi je ne m'en souciais jamais, parce que je faisais confiance. Et maintenant, j'ai entendu des pas dehors, quelqu'un qui montait les marches de la véranda, puis un petit coup léger à la porte. « Monsieur Morvan, c'est moi, Fatima. » Sa voix était tremblante. J'ai essuyé mes larmes sur la manche de la veste. Je portais encore le même costume bleu, déjà froissé, déjà sale. Je me suis levé, j'ai ouvert la porte. Fatima était là, avec les yeux rouges, plus rouges que ce matin. Elle portait un sac plastique à la main. Elle est entrée, a posé le sac sur la table. Des sandwichs. 2 sandwichs au jambon enveloppés dans du papier aluminium. J'ai pensé que vous n'aviez pas mangé. C'était vrai. Je n'avais pas mangé. Depuis, je ne me souvenais même plus. Mais je n'avais pas faim. Merci, Fatima. Elle n'a pas bougé.
Elle est restée debout près de la porte. « Monsieur Morvan, j'ai besoin de vous parler. » Je l'ai regardé. Il y avait quelque chose de différent dans son expression, quelque chose de décidé, l'air de quelqu'un qui a déjà pris une décision difficile. « Assieds-toi. » Elle a secoué la tête. « Je préfère rester debout, au cas où vous me mettriez dehors après ce que je vais dire. » J'ai froncé les sourcils. « De quoi tu parles ?» Fatima a rempli ses poumons d'air, a porté les mains à son visage, les a laissées là quelques secondes, puis les a baissées. « Monsieur Morvan, je ne suis pas venu travailler chez vous juste parce que j'avais besoin d'un emploi. » Silence. « Vos enfants m'ont embauché il y a 6 mois, mais ce n'était pas seulement pour m'occuper de vous. Ils m'ont demandé de chercher des choses. » J'ai senti mon estomac se contracter. Quel genre de choses? Elle s'est mordue la lèvre. Des documents, des vieux papiers, des trucs de votre ancien travail. Ils ont dit que c'était important, qu'ils avaient besoin de trouver à tout prix. Je me suis assis lentement, parce que mes jambes s'étaient remises à trembler. Fatima a continué. Ils m'ont offert le double du salaire, 500 € de plus par mois si je trouvais les papiers. Sa voix a commencé à flancher. J'ai accepté. J'avais vraiment besoin d'argent, monsieur Morvan. Ma mère est malade. Les médicaments coûtent cher. Je voulais juste l'aider. J'ai fermé les yeux. Et tu as trouvé quelque chose? Elle a nié immédiatement. Non, jamais. J'ai fouillé partout, le bureau, l'armoire, sous le lit, mais je n'ai jamais rien trouvé. J'ai ouvert les yeux, je l'ai regardé. Et eux, ils ont dit quoi? Fatima a sorti son téléphone. Vous feriez mieux de voir par vous-même. Elle a ouvert WhatsApp, me l'a tendu. Ils étaient là. Des messages de Véronique, de Philippe, qui la pressaient, qui mettèrent la pression, qui menaçaient de la renvoyer si elle ne trouvait pas ces fameux documents. J'ai lu chaque message. Fatima, t'as trouvé quelque chose? Dépêche-toi. On a besoin de ces papiers avant la fin de l'année. Celui-là, c'était Véronique, un autre de Philippe. Si ces documents n'apparaissent pas, on est foutu. Fatima doit tout fouiller. La cave, le grenier, partout. J'ai continué à descendre. Plus de messages, plus de pression, plus de menaces. Le dernier datait d'il y a 2 jours, de Véronique. Dernière chance, Fatima. Si tu ne trouves pas d'ici cette semaine, t'es viré. Et 113e mois. J'ai levé les yeux. Fatima pleurait. Je ne voulais pas faire ça, monsieur Morvan. Vraiment. Mais après que je vous ai connu, après avoir vu qui vous êtes, je n'ai plus pu continuer. C'est pour ça que je démissionne. Et c'est pour ça que je dois vous montrer autre chose. Elle a repris le téléphone, a ouvert Instagram. Ça, c'est la femme de Gustave qui l'a posté hier à 22 h. Elle m'a passé le téléphone. Et ce que j'ai vu là m'a brisé. C'était une photo d'une énorme table avec une nappe rouge et or. Un arrangement au centre avec des bougies blanches, de la porcelaine fine, des verres en cristal pleins de vin. Tout parfait, tout élégant, tout festif. Mais ce qui m'a coupé le souffle, ce n'était pas la table. C'étaient les gens au fond un peu flous mais reconnaissables. Mes 3 enfants. Véronique avec une robe bleue, la même qu'elle portait ce matin quand elle est venue s'excuser. Philippe en chemise blanche et cravate rouge. Sylvie avec un pull de Noël tout brillant. Les 3 avec un verre à la main, trinquant. Et le pire de tout, c'est qu'ils souriaient. Ce n'était pas un sourire forcé, c'était un sourire vrai, sincère, heureux, comme si rien ne s'était passé, comme si je n'existais pas. J'ai zoomé sur la photo avec les doigts, j'ai agrandi l'image, j'ai détaillé. Derrière mes enfants, il y avait plus de monde. Des gens que je n'avais jamais vus de ma vie. Des hommes en costume cher, des femmes en robe de soirée. Tout le monde qui trinquait, tout le monde qui riait. Dans un coin de la photo, on pouvait voir une partie d'un immense salon, avec une cheminée, avec un gigantesque sapin de Noël, avec des lumières dorées partout. Ce n'était pas une rencontre de dernière minute. Ce n'était aucune urgence. C'était une fête planifiée, avec du temps, avec du soin, avec de l'attention. Et mes enfants ont choisi d'être là au lieu d'être avec moi. J'ai regardé l'heure de la publication, 21 h,
Il était 20 heures quand j'ai vu le téléphone de Fatima, donc la photo avait été postée à 23 heures le 24, juste au moment où j'étais assis seul en train d'attendre. Je suis descendu pour lire la légende. Notre tradition de Noël en famille, c'est comme ça, 5e année consécutive à célébrer ensemble. Famille, Noël 2024. J'ai relu. 5e année consécutive, 5 ans. Ils allaient depuis 5 Noëls à cette maison, à cette fête, avec ces gens. Pendant que moi je faisais quoi? J'ai fait le calcul de tête. 5 ans en arrière, c'était 2019. Madeleine était encore vivante. On faisait le réveillon de Noël ici à la maison. Il venait, ou c'est ce que je croyais. Il venait vraiment. J'ai essayé de me souvenir. 2019, 2020, 2021. Certains Noëls, ils sont venus, oui. Mais ils arrivaient en retard, partaient tôt. Toujours avec une excuse. On a un autre réveillon, papa, les enfants sont fatigués. Demain, on doit se lever tôt. Et moi, je croyais, parce que c'était mes enfants, parce que je n'ai jamais imaginé qu'ils mentaient. J'ai rendu le téléphone à Fatima. Je ne pouvais plus regarder. Ça faisait physiquement mal, comme si quelqu'un avait ouvert ma poitrine et serrait mon cœur avec la main. Fatima a rangé l'appareil. « Pardon, monsieur Morvan, je ne savais pas si je devais vous montrer. Mais j'ai pensé que vous aviez le droit de savoir la vérité. » J'ai hoché la tête sans la regarder, les yeux fixés sur le sol, les taches du tapis, une de café d'il y a des mois, une autre de sauce tomate. Madeleine disait toujours qu'il fallait changer ce tapis. Mais on ne l'a jamais changé, et maintenant elle n'était plus là et le tapis était toujours là, vieux, taché, comme moi. C'est la famille Beaumont-Vasseur, de Gustave, le mari de Véronique, et d'Isabelle, la femme de Philippe. Mon cœur s'est bloqué. Beaumont-Vasseur, le nom a résonné dans ma tête comme une cloche. Mon Dieu, j'ai murmuré, c'est la même entreprise, celle que j'ai auditée. Fatima m'a regardé sans comprendre. Vous les connaissez? J'ai acquiescé lentement. Je connais, bien trop bien, entreprise de construction. Le mot est venu entier dans ma tête. J'ai travaillé toute ma vie comme auditeur de grandes entreprises de construction, il y a des années, avant de prendre ma retraite. Et il y en avait une que j'ai enquêtée en 1988. Surfacturation, détournement de fonds, faux documents. J'ai fait un rapport complet, avec des preuves, avec des témoignages. J'étais prêt à le remettre au procureur de la République. Mais alors Philippe venait de terminer ses études, avait besoin d'un emploi. Et le patron de Beaumont-Vasseur est venu avec une proposition. Mettez ce rapport au placard, ne dites rien, et je trouve un travail pour votre fils dans l'entreprise. J'ai accepté, parce que je voulais aider Philippe, parce que je pensais qu'un emploi dans une grande entreprise allait assurer son avenir. Je ne savais pas que ça allait donner ça. J'ai regardé Fatima. Ils savent que j'ai des documents de cette entreprise? Fatima a hésité puis a fait oui de la tête. Ils savent, c'est pour ça qu'ils m'ont envoyé chercher. Ils ont dit que c'était de vieux papiers, des trucs de votre ancien travail, que ça pouvait leur créer des problèmes. Des problèmes, bien sûr. Parce que si quelqu'un trouvait ce rapport, si quelqu'un le remettait, l'entreprise s'écroulerait. Et avec elle, Philippe et Gustave et leur famille, et l'argent et le statut. Tout. C'est pour ça qu'ils me voulaient silencieux. C'est pour ça qu'ils me voulaient mort. Non, pire, ils me voulaient oublié, mis de côté, sans voix, sans importance. Un vieux gâteux qui ne fait peur à personne. Et ça, c'est ça que j'ai protégé. Et tu n'as jamais rien trouvé? Fatima a nié. Jamais, monsieur Morvan. J'ai fouillé partout. Mais si vous avez ces papiers, vous les avez bien cachés. J'ai souri sans aucune gaieté. Parce que oui, je les avais. Et je les avais bien cachés. Madeleine m'avait aidé. Elle a toujours su qu'un jour on en aurait encore besoin. Fatima, pourquoi tu me dis tout ça maintenant? Elle s'est essuyée les larmes avec le dos de la main. Parce que je ne supporte plus de vivre avec cette culpabilité, monsieur Morvan. Vous êtes un homme bon. Vous ne méritez pas ça. Vous ne méritez pas d'être utilisé, trompé, abandonné un soir de Noël, juste parce qu'ils ont peur que vous découvriez quelque chose. Sa voix s'est brisée à la fin. Je démissionne aujourd'hui, maintenant. Je ne vais plus travailler pour des gens comme ça, même en ayant besoin d'argent, même avec ma mère malade.
Il y a des choses qu'on ne fait pas. Espionner une personne âgée, ça ne se fait pas. Je me suis levé, je suis allé vers elle, je l'ai serrée dans mes bras. Elle est restée raide au début, puis elle s'est effondrée. Elle a pleuré sur mon épaule, et je l'ai laissée faire, parce que j'ai compris. J'ai compris qu'elle aussi était une victime, comme moi. On est resté comme ça quelques minutes, jusqu'à ce qu'elle se calme. Elle s'est écartée, s'est essuyée le visage avec les mains. « Pardon, monsieur Morvan, je ne voulais pas. » J'ai levé la main. « Tu n'as pas à demander pardon, tu as bien fait de me dire la vérité. » Elle a acquiescé. « Vous me détestez ?» J'ai secoué la tête. « Non. Ce que je déteste, c'est ceux qui t'ont utilisé. Pas toi. » Fatima a sorti une enveloppe de son sac. « Ça, c'est pour vous. Les captures d'écran de tous les messages, de toutes les conversations avec vos enfants, de tout. Au cas où un jour, vous en auriez besoin. » J'ai pris l'enveloppe. Elle était légère, mais elle semblait peser 1 tonne. « Merci. » Elle a marché vers la porte. Avant de sortir, elle s'est retournée. « Monsieur Morvan, encore une chose. Cette photo, il y en a d'autres sur son profil, d'autres années. Si vous voulez voir... » Elle n'a pas fini la phrase, mais j'ai compris. J'ai compris que si j'allais chercher, j'allais trouver des preuves d'années et d'années de mensonges. Quand Fatima est partie, j'ai pris mon téléphone, j'ai ouvert Instagram. Je ne touche presque jamais à ce truc, mais c'est installé. J'ai cherché le profil remedios.beaumont.vasseur. J'ai trouvé. Une femme d'environ 60 ans, cheveux blonds, lunettes de marque, sourire parfait. Je suis entré sur son profil. Photos de voyage, de restaurants chics, de fêtes. J'ai descendu à la recherche de publications de décembre et j'ai trouvé. Noël 2023. Une photo très semblable à celle de cette année. Table chic, gens qui trinquent. Et là au fond, mes enfants. Noël 2022. Pareil. Noël 2021. Ils étaient là. J'ai continué à descendre. 2020, 2019, 2018. Sur tous les Noëls, mes enfants étaient là. Pendant que moi je dînais seul ou avec Madeleine, croyant qu'ils avaient des engagements, croyant aux excuses. J'ai zoomé sur la photo de 2019. Madeleine était encore vivante cette année-là. On a passé Noël ensemble. Les enfants ont dit qu'ils venaient, mais ont annulé au dernier moment. « Papa, Véronique s'est sentie mal. Vaut mieux qu'on reporte. » J'ai cru. J'ai fait une dinde. Madeleine a préparé sa farce spéciale. On a dîné juste nous deux. Elle n'a rien dit, mais j'ai vu la tristesse dans son regard. Et maintenant, en regardant cette photo, j'ai compris. Elle savait. Madeleine savait qu'il mentait et ne me l'a jamais dit. Pourquoi ? Pour me protéger, pour ne pas me faire de mal. J'ai fermé Instagram. J'ai laissé le téléphone sur la table. Et je suis resté là, assis dans le noir. Parce que la nuit était déjà tombée et je n'avais même pas allumé la lumière, assis au milieu des ombres comme j'étais resté ces 5 dernières années, dans le noir des mensonges, sans savoir. J'ai regardé le plafond. Les taches d'infiltration semblaient encore plus grandes dans le noir. « Madeleine, » j'ai murmuré. « Tu savais ? Et tu ne m'as pas dit ?» Silence, juste le ronron du frigo, le tic-tac de l'horloge, le son de la nuit qui entrait par la fenêtre. 5 ans, Madeleine. 5 ans qu'il me mente, et moi comme un idiot à attendre, toujours à attendre. J'ai senti de la rage, mais j'ai senti aussi une sorte de clarté, parce que maintenant je comprenais. Je comprenais pourquoi Fatima cherchait les documents, pourquoi ils m'avaient laissé seul à Noël, pourquoi ils avaient utilisé ma carte sans demander. Pourquoi tout ? Parce que j'étais une menace, et la menace, on la garde sous contrôle, à distance, bien petite, et c'était ça que j'étais pour eux. Petit, insignifiant, un vieux avec des papiers dangereux à la main qu'il valait mieux garder content, mais jamais trop près, jamais trop près. Je n'ai pas dormi, je n'ai même pas essayé. Je suis resté assis dans le fauteuil du salon, regardant les ombres défiler au plafond chaque fois qu'une voiture passait dans la rue. À 3 heures du matin, je me suis levé, le corps faisait mal, le dos, les genoux. Mais il y avait quelque chose qui faisait plus mal, le besoin de savoir, de comprendre. Je suis allé au bureau. Ce petit cagibi au fond de la maison où j'entassais les vieux papiers, les factures, les notes. Des trucs que Madeleine disait qu'un jour on en aurait encore besoin.
J'ai allumé la lumière. L'ampoule a clignoté avant de se stabiliser. Odeur de poussière, de papier rangé, de temps arrêté. J'ai ouvert le classeur en métal, celui que j'ai acheté en 1983. Les tiroirs ont grincé. J'ai fouillé jusqu'au fond. Sous des dossiers bleus, sous des enveloppes jaunes, jusqu'à buter contre quelque chose de dur. Un dossier épais, marron, fermé par un élastique. J'ai tiré. L'élastique a cassé immédiatement. Il était sec, vieux. J'ai posé le dossier sur le bureau. J'ai passé la main pour enlever la poussière. Et c'était écrit là, en lettres noires au marqueur. Audit 1998, confidentiel. J'ai ouvert le dossier. Le papier a craqué. Jauni, fragile, mais lisible. Page après page de chiffres, de calculs, de preuves. Contrats surfacturés, chantiers qui coûtaient 3 fois le budget, matériaux de mauvaise qualité déclarés comme de première qualité, paiement à des fonctionnaires. Tout noté, tout prouvé. J'ai tourné les feuilles lentement en me remémorant. J'ai passé 6 mois à enquêter sur cette entreprise. 6 mois à rassembler des preuves, des photos, des témoignages, des relevés de comptes. Tout était là, prêt à être remis au procureur. Mais je n'ai jamais remis, parce qu'ils m'ont fait une proposition. J'ai fermé les yeux. Je suis retourné à ce jour-là. Octobre 1998. Philippe venait de terminer ses études d'ingénieur civil. Il cherchait du travail, envoyait des CV partout. Personne ne l'appelait. Il était au fond du trou, en colère contre le monde. Je voulais l'aider. Un jour, le patron de Beaumont-Vasseur m'a appelé. Auguste Beaumont-Vasseur. « Monsieur Morvan, il faut qu'on parle. » On s'est retrouvés dans un restaurant. Il est arrivé en costume gris, montre en or, sourire de requin. « Je sais que vous avez un rapport sur mon entreprise. » Je n'ai rien dit. Il a continué. « Je vais vous faire une proposition. Gardez ce rapport, ne dites rien, et je donne un emploi à votre fils. Bon salaire, avantages, avenir. » J'ai regardé dans ses yeux. Froid, calculateur. Vous voulez acheter mon silence. Il a souri. Je veux aider un père à aider son fils. Et moi, que Dieu me pardonne, j'ai accepté. J'ai pensé que je protégeais Philippe, que je lui donnais une chance, un bon emploi qui allait le lancer dans la vie. Je pensais qu'après quelques années, quand il serait bien installé, il pourrait changer d'entreprise, suivre son propre chemin. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Philippe est resté, a gravi les échelons, a épousé Isabelle, la fille des Beaumont-Vasseur. Il est devenu l'un d'eux. Et moi je regardais de loin, fier, pensant que mon fils avait réussi. Je ne comprenais pas qu'il n'avait pas réussi. Il s'était vendu, de la même façon que je me suis vendu ce jour-là au restaurant. J'ai ouvert les yeux. J'ai regardé les papiers sur le bureau, des preuves de corruption, de crimes, et moi je les ai gardés, cachés, protégés pendant 26 ans, pour protéger mon fils. Mais maintenant ce fils m'avait abandonné seul à Noël, avait utilisé mon argent, avait envoyé une espionne dans ma maison. C'est ça que j'ai protégé? Je me suis levé. Je suis allé à l'armoire de Madeleine. Je n'avais jamais eu le courage de fouiller dans ses affaires correctement. Chaque fois que j'ouvrais cette armoire, la douleur me faisait refermer la porte. Mais cette fois non. J'ai ouvert. À l'intérieur, il y avait encore les robes, les chaussures, l'odeur de lavande qui refusait de partir. J'ai cherché sur l'étagère du haut, derrière les couvertures, et j'ai senti une boîte en bois, pas très grande. Je l'ai sortie de là. Lourde avec un petit fermoir, un cadenas, mais le cadenas était ouvert, comme si Madeleine l'avait laissé comme ça exprès pour que je trouve facilement. J'ai ouvert la boîte. À l'intérieur, il y avait une clé USB noire, petite, et collée au couvercle, un post-it jaune avec son écriture, cette écriture ronde que j'ai toujours eu du mal à déchiffrer. C'était écrit « Jean-Pierre, s'il m'arrive quelque chose, ça c'est pour toi. Je t'aime, monsieur. » J'ai senti ma gorge se serrer. J'ai pris la clé USB, la main tremblante. Je suis retourné au bureau. J'ai allumé l'ordinateur, je l'ai branché. Un dossier est apparu. Pour Jean-Pierre. À l'intérieur, un fichier vidéo. J'ai double-cliqué. L'écran est devenu noir. Puis elle est apparue. Madeleine, assise sur cette même chaise, à ce même bureau, mais différente. Plus maigre, plus pâle, les cheveux plus courts,
plus blanc. J'ai mis 1 seconde à me situer, par les vêtements, par le calendrier au mur derrière. Ça avait été enregistré en octobre, 2 mois avant qu'elle meure. Elle a regardé droit vers la caméra, droit vers moi. « Jean-Pierre », elle a dit, et sa voix m'a brisé, parce que c'est la voix que j'entends dans ma tête chaque nuit. Si tu regardes ça, c'est que je ne suis plus là, et que tu as découvert quelque chose. Elle s'est arrêtée, a respiré profondément. Elle avait l'air fatiguée, mais ses yeux étaient fermes, lucides, déterminés. Nos enfants savent pour les documents. Mon cœur s'est glacé, Madeleine a continué. Véronique m'a demandé il y a 4 mois, en juin. Elle est venue un jour toute seule, sans les enfants, et elle a dit « Maman, j'ai besoin que tu me dises où sont les papiers que papa a gardés de l'entreprise de Gustave. » J'ai demandé « Quels papiers ?» Et elle s'est énervée. « Ne fais pas l'idiote, maman. Les papiers de l'audit, ceux que papa n'a jamais remis. » Madeleine s'est essuyée une larme. J'ai dit que je ne savais pas où ils étaient, que tu ne me l'avais jamais dit. Elle ne m'a pas cru. Pause. 2 semaines après, elle est revenue, cette fois avec Philippe. Tous les deux m'ont coincé dans la cuisine. Philippe m'a crié dessus. Il a dit que si je ne donnais pas les papiers, ils allaient nous poursuivre en justice, nous deux. Qu'on allait perdre la maison. Tout. J'ai vu Madeleine trembler dans la vidéo, et j'ai senti la rage monter. Mais ça n'a même pas été le pire, Jean-Pierre. Madeleine s'est rapprochée de la caméra. Le pire, c'est quand Véronique a dit « Maman, si tu n'aides pas, on va devoir te faire interner. Le médecin a dit que tu montres des signes de démence. On peut signer les papiers. Tu ne pourras pas empêcher. » J'ai senti mon sang se glacer. Dans la vidéo, Madeleine pleurait. Mais c'était des pleurs de rage, de dignité. Ils m'ont menacé, Jean-Pierre. Notre fille m'a menacé de m'enfermer, de me prendre ma liberté à cause de papiers. Elle s'est séchée les larmes. Et le pire, c'est que Philippe était d'accord. Les deux étaient ensemble là-dedans. Seule Sylvie n'était pas là. Mais les 2 autres, nos enfants, m'ont traité comme une ennemie. J'ai mis la vidéo sur pause. Je n'en pouvais plus. Je me suis levé. J'ai marché d'un côté à l'autre. J'ai respiré. J'ai essayé de me calmer. Je n'ai pas réussi. Ma fille, mon fils. Menaçant leur propre mère malade, faible, sans défense. J'ai appuyé sur lecture de nouveau. Madeleine avait repris le contrôle. Je ne leur ai rien donné, Jean-Pierre. J'ai dit que je ne savais pas. Et après ça, ils ont arrêté de venir pendant 2 mois. Jusqu'à ce que j'aille plus mal. Là, ils sont revenus. Mais ils ne demandaient plus les papiers. Ils venaient juste, me regardaient et repartaient. Elle a fait une longue pause. Je ne les reconnais plus, Jean-Pierre. Je vois leur visage, j'entends leur voix. Mais ce ne sont pas nos enfants. Je ne sais pas qui sont ces gens, je ne sais pas ce qui leur est arrivé. Ou peut-être qu'ils ont toujours été comme ça et qu'on n'a pas voulu voir. Elle a secoué la tête. Je ne sais pas. Je sais juste que j'ai peur. Peur de ce qu'ils peuvent te faire quand je ne serai plus là. Parce qu'ils vont revenir chercher ces documents. Et cette fois, je ne serai pas là pour te protéger. Madeleine s'est penchée plus en avant. C'est pour ça que j'ai enregistré ça, pour que tu saches la vérité, pour que tu comprennes quel genre de personnes ils sont devenus, et pour te demander une chose. Elle s'est encore essuyé le visage. Garde ces documents, Jean-Pierre, protège-les, cache-les bien, parce qu'un jour tu en auras besoin, pas pour attaquer, pour te défendre. Ils vont revenir, ils vont te presser, te manipuler. Et quand ils feront ça, quand tu te sentiras seul, souviens-toi que j'ai laissé ça ici pour toi. Souviens-toi que je savais. Souviens-toi que je t'aime et que j'ai toujours eu confiance en toi. La vidéo s'est terminée. L'écran s'est assombri. Et je suis resté là à regarder mon reflet dans le moniteur éteint. Un vieux avec des larmes qui coulaient sur le visage, le cœur en miettes. J'ai fermé le notebook. J'ai regardé les papiers sur le bureau, le dossier marron, la clé USB. Les mots de Madeleine qui résonnaient. Ils vont revenir, ils vont te presser. Et j'ai compris. J'ai tout compris. Ils ne m'ont pas laissé seul à Noël juste par méchanceté. Ils m'ont laissé parce que je suis un risque. Parce que tant que je respire, tant que ces documents existent avec moi, leur vie n'est pas en sécurité, leur argent n'est pas en sécurité, leur statut n'est pas en sécurité, leur avenir n'est pas en sécurité. Je suis le seul,
qui peut tout faire s'écrouler. Et ils le savent. C'est pour ça qu'ils m'ont éloigné. C'est pour ça qu'ils m'ont isolé. C'est pour ça qu'ils ont mis Fatima pour fouiller ma maison. C'est pour ça qu'ils ont utilisé ma carte sans crainte. Parce que pour eux, j'étais déjà mort. Il ne manquait plus que l'enterrement. Le 27 décembre, un vendredi, le téléphone a sonné à 9 heures du matin. Je prenais mon café amer, sans sucre, comme je l'aimais avant que le médecin dise que j'avais du diabète. Mais maintenant, je m'en fichais. J'ai vu le nom sur l'écran. Véronique. J'ai bloqué. J'ai laissé sonner 3 fois. 4. À la 5e sonnerie, j'ai décroché. Allô? Ma voix est sortie rauque. J'avais tellement pleuré la nuit précédente que la gorge faisait mal. Papa. Sa voix sonnait douce, trop douce, comme du miel avarié. Comment tu vas? Je n'ai pas répondu. Silence. Elle a continué. Papa, s'il te plaît, viens déjeuner dimanche à la maison. On veut régler ça. Parler en famille. Famille. Ce mot m'a presque fait rire, mais je n'ai pas ri. Tout le monde sera là? Elle a hésité. Oui, papa. Tout le monde. Philippe, Sylvie, les enfants. Tout le monde. J'ai raccroché sans dire si j'irais ou non. Une demi-heure après, Roger a frappé à mon portail. Je lui avais déjà tout raconté. Les documents, la vidéo de Madeleine, les menaces. Tout. Il a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai fini, il a juste dit « Va à ce déjeuner ». Je l'ai regardé, étonné. Pourquoi faire? Il s'est servi un café, s'est assis. Parce que tu as besoin de voir leur tête, tu as besoin d'entendre le mensonge encore une fois, pour que quand tu prendras ta décision, tu sois sûr que c'est la bonne. Il avait raison. Mais n'y va pas seul. Il m'a regardé fixement. Emmène-moi avec toi. Je dirai que je suis ton ami, que tu voulais de la compagnie. Ils ne pourront pas refuser sans que ça fasse mauvais genre. J'ai acquiescé. Et qu'est-ce qu'on va chercher là-bas? Roger a fait un demi-sourire sans joie. La vérité. Elle finit toujours par apparaître. On a juste besoin de savoir regarder. Le dimanche, j'ai appelé Véronique. J'y vais, mais j'amène un ami. Silence lourd après. D'accord, papa, comme tu veux. Le dimanche 29, midi pile, Roger et moi sommes arrivés dans un quartier chic de Lyon, un de ceux avec de grandes maisons et des rues silencieuses. Hôtel particulier avec hauts murs, entrée sécurisée. La maison de Véronique était une grande bâtisse blanche, avec des colonnes devant, un jardin parfait, une fontaine à l'entrée. Roger a sifflé. « Ta fille vit bien. »« Trop bien, j'ai pensé. » J'ai sonné. Une employée a ouvert. « Monsieur Morvan, entrez. » On est entré. Le salon était immense. Sol en marbre, meubles italiens, tableaux qui devaient valoir plus que ma maison. Véronique est apparue. Robe blanche, collier de perles, sourire composé. Papa. Elle m'a serré dans ses bras. Odeur de parfum cher. Elle m'a lâché, a regardé Roger. C'est mon voisin, Roger Renaudin. Véronique a tendu la main. Enchanté, entrez s'il vous plaît. Elle nous a conduits jusqu'à la salle à manger. Philippe était déjà là avec Isabelle. Sylvie avec Mathis. Tout le monde souriait. Tout le monde faisant semblant que rien ne s'était passé. Le déjeuner ressemblait à une mauvaise pièce de théâtre. Philippe parlait d'un nouveau projet dans l'entreprise. Un gros contrat, une expansion vers une autre ville. Il utilisait ce ton de gens qui ont réussi, plein d'assurance et d'arrogance. Véronique est intervenue. On prépare aussi un voyage en famille, en Europe, en mars. Elle m'a regardé. On veut que tu viennes, papa, Paris, Rome, l'Espagne. Je hochais juste la tête, muet. J'observais seulement. Sylvie, qui n'ouvrait presque pas la bouche, a lâché de nulle part. Papa, je pense à déménager plus près de chez toi, pour qu'on se voie plus souvent. Tout mensonge. Tout tellement évident, tellement répété. Roger mangeait en silence, mais je voyais qu'il observait tout. Chaque geste, chaque mot, chaque échange de regards entre eux. Tout faux. Un décor en carton dans un théâtre miteux. Après le déjeuner, Véronique s'est levée. « Papa, tu viens avec moi une minute? Je veux te montrer quelque chose. » Je me suis levé. Roger m'a regardé. J'ai fait un signe discret de la tête. Je l'ai suivie. Elle m'a conduit au bureau. Une pièce avec des étagères en bois, des livres partout,
de ceux que personne ne lit. Un grand bureau. Elle a fermé la porte. Son expression a changé. Le sourire a disparu. « Papa, j'ai besoin de te demander quelque chose. » Elle s'est assise derrière le bureau. Je suis resté debout. « Quoi ?» Ma voix est sortie plus glaciale que je ne pensais. Elle a remarqué le ton, elle s'est bloquée, puis a continué. « Maman t'a laissé des documents, des trucs de ton ancien travail. » J'ai attendu. Je n'ai rien dit. Elle a commencé à s'énerver. « J'ai besoin de ces papiers pour l'avocat. C'est important. » Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Quel document ?» Véronique s'est penchée en avant. « Papa, ne fais pas l'idiot. » Le ton a changé. Il est devenu plus dur. « Les documents de l'entreprise Beaumont-Vasseur. Maman a dit que tu les as gardés. » J'ai fait semblant de ne pas comprendre. « Ta mère t'a dit ça quand ?» Elle a dégluti. « Il y a longtemps, avant qu'elle meure. » Mensonge. Madeleine ne lui a jamais dit où ils étaient, seulement qu'ils existaient. « Je ne sais pas de quoi tu parles, ma fille. » Je me suis retourné pour partir. Elle s'est levée d'un coup, a fait le tour du bureau, s'est mise devant moi. « Papa, s'il te plaît, c'est important. Très important. » Sa voix est montée. « Ces documents peuvent sauver notre vie. On peut tout détruire pour que personne ne trouve jamais. S'il te plaît, papa. » Elle pleurait, ou faisait semblant de pleurer. Et moi, que Dieu me pardonne, je ne savais plus faire la différence. J'ai dit finalement, je n'ai rien. Véronique a arrêté de pleurer immédiatement, m'a regardé avec une haine brute. C'est un mensonge. Elle s'est levée. Je sais que tu les as. Maman m'a dit que tu les as cachés quelque part dans la maison. Elle venait vers moi. Donne-moi ces papiers, papa. Elle s'est arrêtée. Ou quoi? J'ai provoqué. Elle a baissé les yeux. Rien. Juste s'il te plaît. Je suis sorti du bureau, je suis retourné à la salle à manger. Philippe était au téléphone dans le couloir. Il a baissé la voix quand il m'a vu. Mais j'ai encore entendu. T'inquiète pas, on va le convaincre. Pause. Sinon, il y a d'autres moyens. Il a tourné le dos. Il ne m'a pas vu là derrière. Oui, on peut demander la mise sous tutelle. Il est vieux, il a du diabète. L'avocat a dit que c'est facile. J'ai senti mon sang se glacer. Je suis retourné à la salle à manger. Roger a vu ma tête et s'est levé immédiatement. Je crois qu'il est temps qu'on y aille, Jean-Pierre. Véronique est sortie du bureau. Papa, attends. On n'a même pas pris le café encore. Roger a répondu pour moi. Jean-Pierre ne se sent pas bien. Vaut mieux qu'on y aille. On a marché jusqu'à la porte. Philippe est apparu, a rangé son téléphone vite fait. Le vieux, tu pars déjà? Je n'ai pas répondu. Sylvie s'est approchée. Papa, pardonne-moi pour tout. Vraiment. Je l'ai regardée. C'était la seule qui semblait encore être une personne. Mais même elle m'avait laissé tomber. J'ai acquiescé, muet. On est sorti. On est monté dans la voiture de Roger. Personne n'a rien dit jusqu'au coin de la rue. Quand on a tourné, Roger a demandé « T'as entendu quelque chose ?» J'ai acquiescé. Ils veulent me mettre sous tutelle. Roger a serré le volant. Fils de... On est arrivé chez moi à 16 heures. Je me suis assis dans le fauteuil. Roger s'est assis sur la chaise en face. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Je n'ai pas répondu. Je ne savais pas. Roger a continué. « Jean-Pierre, je sais des choses. » Des choses que je ne t'ai jamais dites. Je l'ai regardé. « Quelles choses ?» Il a soupiré. « En 1998, quand tu as fait cette audit, j'étais ton témoin, tu te souviens ?» J'ai cligné des yeux, j'ai fouillé dans ma mémoire. Et là, je me suis souvenu. Roger travaillait dans le même cabinet. Il a cosigné certains rapports avec moi. J'ai aussi gardé des copies, il a dit. De tout, parce que je savais qu'un jour tu en aurais besoin. Il s'est levé. Donne-moi 2 jours. Je vais les chercher. Après, on verra ce qu'on fait. Il est parti, je suis resté à regarder le plafond, répétant dans ma tête la phrase de Philippe. D'autres moyens. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi non plus. Je suis resté assis à réfléchir, à tout retourner. Les menaces contre Madeleine, l'argent pris sur ma carte, le réveillon que j'ai payé moi-même, les 5 années de mensonges, les photos, les messages de Fatima, le plan de me faire déclarer incapable. Tout.
Chaque mensonge, chaque trahison, chaque coup. Et quelque chose ici dedans s'est durci. Ce n'était plus juste de la tristesse. Ce n'était plus juste de la douleur. C'était une décision. Parce que j'ai compris ce que Madeleine me disait dans cette vidéo. Elle n'a pas laissé ces documents pour que je les cache. Elle les a laissés pour que je m'en serve, pour me défendre. Et c'est ce que j'allais faire. Mais d'abord, j'avais besoin de plus de preuves, plus d'évidence, plus d'armes. Parce que si je partais en guerre contre eux, il fallait que j'y aille pour gagner. Je me suis levé, je suis allé au bureau, j'ai pris les documents et j'ai commencé à les relire, cette fois en cherchant quelque chose de spécifique, une faille que je pourrais utiliser. Et j'ai trouvé. Le 30 décembre, un lundi, à 10 heures du matin, j'ai entendu la porte. Pas la sonnette. La porte. Comme si quelqu'un avait poussé avec l'épaule. J'ai été ouvrir. C'était Mathis. Seul. Sans Sylvie. Le petit avait les yeux rouges, gonflés. Il avait beaucoup pleuré. « Papy !» Il a sauté dans mes bras. Je l'ai soulevé. Il était plus lourd que dans mon souvenir. 7 ans. Si petit. Si fragile. « Qu'est-ce qui s'est passé, mon petit? Où est ta maman ?» Il a secoué la tête. Je me suis enfui. J'ai pris le bus que maman prend toujours, celui qui s'arrête devant chez toi. Je me souvenais. Maman était au téléphone. Elle ne m'a pas vu partir. Je l'ai assis sur le canapé, je me suis agenouillé devant lui. Mon genou a craqué, ça a fait mal, mais je m'en fichais. « Qu'est-ce que tu as entendu, Mathis ?» Le petit respirait en sanglotant. Maman était au téléphone avec tata Véronique. Elle disait des choses méchantes. J'ai essuyé ses larmes avec le pouce. Qu'est-ce qu'elle disait? Mathis m'a regardé avec ses yeux marrons qui ressemblaient tellement à ceux de Madeleine. Elles ont dit que t'as des papiers importants, et que si tu les donnes pas, elles vont dire que t'es fou. J'ai senti quelque chose se serrer dans la poitrine. C'est ça qu'elles ont dit, que je suis fou. Mathis a fait oui de la tête. C'est tata Véronique qui a dit comme ça. S'il ne donne pas les documents, on parle au docteur là-bas. Il signe les papiers. On dit qu'il a une démence, Alzheimer, n'importe quoi. Et maman a dit, « Mais Véronique, c'est notre père. » Et tata Véronique a crié, « C'est lui ou nous, Sylvie. Si on ne fait rien, on va tout perdre. » Le petit m'a serré fort. « Papy, t'es fou ?» J'ai secoué la tête. Je l'ai serré contre ma poitrine. « Non, mon petit, papy n'est pas fou. Non. » Mathis a pleuré appuyé contre mon épaule. « Alors pourquoi ils veulent te prendre ta maison ?» J'ai fermé les yeux, parce que c'est plus facile de voler un vieux déclaré fou que d'affronter ses propres crimes. C'est ça que je voulais dire. Mais je ne pouvais pas. C'était juste un enfant. « T'inquiète pas, Mathis, personne ne va rien me prendre. » Il s'est écarté un peu, m'a regardé dans les yeux. « Tu promets ?» J'ai acquiescé. « Je promets. » Mise sous tutelle. C'était ça le mot. Me déclarer incapable, fou sur le papier, et ainsi prendre le contrôle de ma maison, de mes affaires, de mes documents. Ils allaient à pouvoir fouiller partout sans ma permission, faire disparaître des preuves, effacer toute trace. Et moi je ne pourrais rien faire, parce que je serais enfermé dans une maison de retraite, bourré de médicaments, muselé, oublié. C'était le plan parfait. Et ils ont presque réussi. Presque. Mais Mathis venait de me donner la confirmation dont j'avais besoin. Ce n'était plus des soupçons, c'étaient des faits. Mes enfants conspiraient pour me détruire. J'ai donné du jus à Mathis, des biscuits. Je l'ai assis devant la télé. J'ai appelé Sylvie. Elle a décroché à la 2e sonnerie. « Papa !» Sa voix était nerveuse. « Mathis est ici avec moi. » Silence, puis « Quoi, comment il est arrivé là-bas ?»« À pied, je suppose. Il va bien, mais j'ai besoin que tu viennes maintenant. » J'ai raccroché. Je ne voulais plus parler avec elle au téléphone. Une demi-heure après est arrivé un autre visiteur. On a frappé à la porte. J'ai été ouvrir. C'était Camille, ma petite fille de 16 ans, fille de Philippe, grande, mince, cheveux noirs attachés en queue de cheval, sac à dos sur le dos. Et dans la main, un vieux téléphone, un que j'ai reconnu immédiatement. Papy. Elle est entrée vite, à regarder autour comme si elle avait peur que quelqu'un l'ait suivie.
Camille, qu'est-ce que tu fais ici? Tes parents savent que tu es venue? Elle a secoué la tête. Non, et ils ne peuvent pas savoir. Elle a fermé la porte, sorti le téléphone de sa poche. Papy, j'ai trouvé ça dans le tiroir du bureau de papa. C'était caché sous des papiers. Elle m'a tendu le téléphone. C'était le vieux iPhone de Madeleine, celui qu'elle utilisait avant que je lui en achète un nouveau il y a 4 ans. Je pensais qu'on l'avait jeté. Ton père avait ça? Camille a confirmé. Oui, je l'ai trouvé par hasard. Je cherchais une agrafeuse et il était là. J'ai allumé le téléphone. Il avait encore de la batterie. J'ai ouvert les messages. Et ce que j'ai vu m'a brisé l'âme, une fois de plus. Des conversations entre Madeleine et un contact enregistré comme « Me Bautiste Valdez, avocat ». J'ai ouvert le fil. Les messages datèrent de juin, il y a 3 ans, des mois avant que Madeleine meure. Madeleine. Maître, j'ai besoin de conseils juridiques. C'est au sujet de ma fille Véronique. Réponse. Je vous écoute, Madame Morvan. Madeleine. Elle prend de l'argent sur nos comptes sans permission. Des petites sommes, mais constamment. J'ai continué à descendre. Plus de messages. L'avocat demandant des détails. Madeleine envoyant des captures d'écran de relevés, des virements bizarres, des retraits qu'elle ne reconnaissait pas. L'avocat. Madame, c'est de l'escroquerie. Vous pouvez porter plainte. Madeleine. Je ne veux pas mettre ma fille en prison, je veux juste qu'elle arrête. Mais il y avait un dernier message de l'avocat. J'ai préparé les documents. Si vous signez, on peut engager des poursuites pour abus de confiance. Il n'y avait pas de réponse de Madeleine. C'était la dernière conversation. J'ai posé le téléphone sur la table. J'ai regardé Camille. « Tu as lu ?» Elle a confirmé de la tête. Elle avait des larmes dans les yeux. « Papy, j'ai tout lu. Et je n'arrive pas à y croire. Mamie allait poursuivre ma tante, sa propre fille. » Elle s'est assise sur le canapé, s'est couvert le visage avec les mains. Et maintenant je comprends pourquoi Mamie était toujours triste. Pourquoi elle pleurait quand elle pensait que personne ne voyait. Parce qu'elle savait. Elle savait que ses enfants la trahissaient. Je me suis assis à côté d'elle. Je lui ai mis la main sur l'épaule. « Camille, pourquoi tu m'as apporté ça ?» Elle a baissé les mains, m'a regardé avec ces mêmes yeux que sa grand-mère. « Parce que c'est pas bien, papy. Ce qu'ils font n'est pas bien. Et moi je ne veux pas être comme eux. » À 15 heures, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai décroché. « Monsieur Morvan. » C'était une voix jeune, masculine. J'ai mis une seconde à la reconnaître. « Karim, le serveur du réveillon de Noël. »« Oui, c'est moi. Pardon de vous déranger, mais j'ai fait des recherches et je crois que vous devez savoir. » J'ai mis le téléphone sur haut-parleur. Karim a respiré. « J'ai un ami. Il travaille au parquet anticorruption. Je lui ai parlé de vous, du réveillon, et il m'a dit quelque chose d'important. » Pause. L'entreprise Beaumont-Vasseur fait l'objet d'une enquête depuis 6 mois. Contrats irréguliers, pots de vin, détournement de fonds publics. J'ai senti mon cœur s'accélérer. Et qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Karim a continué. Mon ami dit qu'ils ont besoin de preuves, de vieux documents, d'anciens audits, pour prouver que ça vient de loin. Et moi, je lui ai dit que peut-être vous aviez quelque chose. Silence. Long, lourd. Monsieur Morvan, si vous avez des documents de cette entreprise, le parquet en a besoin. Ça peut être la pièce qui manque pour boucler l'affaire. J'ai regardé les documents sur le bureau, le dossier marron, les preuves de 1998. Ton ami est digne de confiance? J'ai demandé. Oui, monsieur, totalement. Un type bien, un des rares. J'ai acquiescé, même s'il ne pouvait pas me voir. Dis-lui de venir demain chez moi, qu'il apporte ce qu'il faut pour vérifier les documents. J'ai entendu la surprise dans sa voix. « Vraiment, monsieur Morvan? Vraiment ?» J'ai raccroché. Camille me regardait. « Papy, tu vas remettre les documents ?» Je l'ai regardé. « Je vais faire ce que ta grand-mère m'a demandé de faire, me défendre. » Elle a souri. Pour la première fois depuis des années, j'ai vu de la fierté dans les yeux de quelqu'un de ma famille. De la vraie fierté. À 17 heures, on a frappé à la porte. C'était Roger. Il portait une grosse boîte en carton.
Il l'a posée sur la table avec un bruit sourd. « Jean-Pierre, je t'ai dit que j'avais gardé des copies. » Il a ouvert la boîte. À l'intérieur, il y avait des dossiers, des documents, des photos, tout organisé, tout étiqueté. Tu te souviens de 1998 quand on a fait l'audit ensemble? J'ai acquiescé. De loin. Il y avait eu tellement de cas, tellement d'entreprises. J'ai signé comme témoin, comme auditeur secondaire, et j'ai tout gardé. Parce que je savais. Il m'a regardé. Je savais qu'un jour Auguste Beaumont-Vasseur essaierait de t'effacer, toi et les preuves. Il a sorti un dossier, l'a ouvert. Ici, il y a les signatures, les miennes, les tiennes, les cachets officiels. Ça ne peut pas être nié, ça ne peut pas être contesté, parce qu'il en existe 2 copies, la tienne et la mienne. J'ai senti quelque chose que je n'avais pas senti depuis des jours, de l'espoir. Pourquoi tu ne m'as jamais dit que tu avais ça? Roger a souri. Parce que j'espérais que tu n'en aurais jamais besoin, mais on en est arrivé là. À 18 heures est arrivé le dernier, maître Gérard Bonnard, l'avocat de Madeleine, un homme de 61 ans, chauve, grosses lunettes, costume gris froissé, serviette en cuir usé à la main. Il est entré, m'a salué d'une poignée de main ferme, il s'est assis, il a ouvert sa serviette, il a sorti des documents. « Monsieur Morvan, Madame Madeleine est venue me voir il y a 3 ans, 2 mois avant de décéder. » Il a posé la serviette sur la table. Elle m'a laissé des instructions très claires. Si l'un de vos enfants tentait de vous mettre sous tutelle, s'il tentait de vous prendre votre maison, s'il tentait quoi que ce soit, je devais agir. Il a ouvert le dossier. À l'intérieur des papiers notariés. Ceci est une procuration notariée, signée par Madame Madeleine en ma faveur, pour que je vous représente légalement au cas où vous ne pourriez pas. Il m'a montré la signature. C'était la sienne. Je reconnaissais cette façon d'écrire. Et ceci, il a sorti un autre papier, c'est une déclaration d'elle devant notaire, disant que vous êtes en pleine capacité mentale. Signature certifiée, datée d'il y a 3 ans. J'ai regardé tout ce monde de papiers étalés sur la table, les audits, les copies de Roger, les messages de Madeleine sur le téléphone, les déclarations de l'avocat, ce que Camille et Mathis m'avaient dit, et j'ai compris. Madeleine avait tout préparé. Elle savait que ça allait arriver. Elle savait que nos enfants allaient essayer de me détruire. Et elle m'a laissé les armes pour me défendre. Pas seulement les documents de l'entreprise, mais une protection juridique, des témoins, des alliés, tout. J'ai regardé Roger, Gérard, Camille assises sur le canapé, Mathis qui regardait la télé, Karim de l'autre côté de la ligne. Et j'ai réalisé. Je n'étais pas seul. Madeleine avait garanti ça. Elle m'avait laissé une petite armée, mais fidèle. Et maintenant? Maintenant, c'était le moment de m'en servir. Maître, j'ai dit, préparez tout. Demain, on fait bouger les pièces. Gérard a souri. Qu'est-ce que vous préparez, monsieur Morvan? Je l'ai regardé. Je vais à une fête du Nouvel An. Le 31 décembre, réveillon du jour de l'an à 20 heures, je me suis habillé, le même costume bleu de Noël, lavé de nouveau, repassé, chemise blanche, cravate noire. Je me suis regardé dans le miroir. Je n'étais plus le même homme qui était resté à attendre ses enfants assis devant une table vide. Celui-là, maintenant, avait un but, une direction, une rage contenue. Roger est arrivé à 20h30, en costume lui aussi. Prêt? J'ai acquiescé. J'ai pris le dossier marron, le même de l'audit, lourd, plein de vérité. Prêt. Camille et Mathis sont restés à la maison avec Fatima, qui était revenue. Non pas comme employés, mais comme amis. On est monté dans la voiture de Roger. Il a conduit en silence. Quartier chic, rue illuminée, maison décorée pour le réveillon. On est arrivé au manoir des Beaumont-Vasseur. La fête battait déjà son plein. Musique, lumière, voitures de luxe alignées dans la rue. On est descendu de voiture, on est allé jusqu'à l'entrée. Un vigile à la porte. Jeune, costaud, costume noir, oreillette. Il nous a bloqués. « Bonsoir, votre nom ?» Je me suis mis devant lui. « Jean-Pierre Morvan. Je suis le père de Véronique Morvan. » Le vigile a vérifié une liste sur une tablette. Il a secoué la tête. « Vous n'êtes pas sur la liste. » Roger est intervenu. « On est de la famille. On n'a pas besoin d'être sur une liste. » Le vigile n'a pas bougé.
Désolé, seuls ceux qui sont sur la liste entrent. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Véronique. Elle a décroché à la 3e sonnerie, de la musique forte en fond. « Papa ?» J'ai crié pour qu'elle m'entende. « Je suis là à la porte. » Ton vigile ne me laisse pas entrer. Silence. Puis, « Papa, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu à la fête. Tu vas me laisser entrer ou tu veux que je lui dise qu'il me mette dehors ?» Encore du silence. Jusqu'à « Je descends. » Elle a raccroché. 5 minutes après, Véronique est apparue. Robe rouge, maquillage impeccable, mais le visage blanc. Elle m'a regardé, elle a regardé Roger, le dossier dans ma main. « Papa, c'est une fête privée. »« Je suis ton père, Véronique. »« Tu vas me laisser entrer ou non ?» Elle a hésité, puis elle a fait un signe au vigile. « Laissez-les passer. » On est entré. Le hall était immense, sol en marbre italien, lustre en cristal gigantesque, des serveurs avec des plateaux de champagne, des gens chics partout. Véronique marchait à côté de moi en chuchotant « Papa, qu'est-ce que tu veux ?» Je n'ai pas répondu. J'ai continué à marcher en direction du grand salon. Les portes en bois étaient ouvertes. À l'intérieur, il devait y avoir facilement une centaine de personnes. Un groupe de jazz jouait dans un coin, une table bien garnie, un bar plein. Et à la table principale, au fond, la famille Beaumont-Vasseur. Auguste, sa femme, Madame Remedios. Et à côté d'eux, mes 3 enfants. Philippe, Sylvie et le gendre. Gustave, mari de Véronique. J'ai marché vers eux. On passait et les gens s'écartaient. Certains regardaient curieux, d'autres étonnés. Roger venait juste derrière. Ferme. Presque comme mon garde du corps, on est arrivé à la table principale. Celui qui m'a vu en premier, c'est Philippe. Il s'est levé si vite qu'il a renversé son verre. Le vin a taché la nappe blanche. « Papa ». Sa voix est sortie étranglée. Sylvie a porté la main à sa bouche. Gustave a essayé d'esquisser un sourire. « Monsieur Morvan, quelle bonne surprise !» Auguste m'a fixé. 75 ans. Cheveux blancs, costume impeccable, montre en or. Il m'a regardé comme si j'étais un désagrément. « Monsieur Morvan, je ne m'attendais pas à vous voir ici. » J'ai souri sans gaieté. J'imagine que non. J'ai posé le dossier marron sur la table, pile au milieu des assiettes. Le bruit sourd a fait tout le monde se retourner. Le salon a commencé à se taire. La musique continuait, mais les conversations mouraient. Auguste a regardé le dossier, puis moi. « Qu'est-ce que c'est ?» Je n'ai toujours pas répondu. J'ai regardé mes enfants, un par un. Philippe rouge, Véronique qui tremblait. Sylvie qui pleurait déjà. Ça, j'ai dit finalement, et c'est la vérité. J'ai ouvert le dossier. J'ai sorti le premier papier, la couverture de l'audit. Audit Beaumont-Vasseur 1998. Surfacturation et détournement de fonds publics. Je l'ai laissé sur la table. Auguste a pâli. « Monsieur Morvan, c'est le rapport que vous m'avez demandé de mettre au placard ?» J'ai complété pour lui. « Oui, celui-là même. » J'ai continué à sortir des feuilles. Contrat, fausse facture. Virement suspect. En 1998, j'ai découvert que votre entreprise détournait des millions, des chantiers publics qui coûtaient 3 fois le budget, des matériaux de mauvaise qualité payés comme s'ils étaient de première qualité, des pots de vin pour les fonctionnaires. J'ai posé chaque document sur la table comme si c'était des cartes dans une partie. J'allais remettre tout ça au procureur. J'ai continué. « Mais vous avez fait une proposition. » Mon silence en échange de l'avenir de mon fils. J'ai regardé Philippe. Je pensais que je lui donnais une chance, un bon emploi, une carrière. J'ai secoué la tête. Mais ce que j'ai fait, c'est le vendre, parce que vous ne lui avez pas donné un travail. Vous l'avez recruté. Vous l'avez transformé en complice. Vous lui avez appris à être comme vous. Philippe a ouvert la bouche. « Papa, Tais-toi. » Ma voix a coupé l'air. Il a fermé la bouche immédiatement. « Et mes filles ?» Je me suis tourné vers Véronique, puis vers Sylvie. Mes filles m'ont utilisé, m'ont volé, m'ont laissé seule à Noël. Elles ont payé mon propre réveillon avec mon argent, et après elles sont venues trinquer ici avec vous, pendant que moi j'étais là à t'attendre, Véronique. À t'attendre, Philippe. À t'attendre, Sylvie. Ma voix s'est nouée à la fin, mais je n'ai pas pleuré. Les larmes étaient infinies. Vous avez cru que j'étais faible.
que j'étais juste un vieux bête. Que j'allais oublier, que j'allais pardonner juste parce que vous êtes mon sang. J'ai sorti le dernier papier, la procuration de Madeleine, sa déclaration. Mais ma femme, la mère de vous tous, la grand-mère de certains ici, elle savait ce que vous alliez faire, et elle m'a protégé. J'ai mis les documents devant eux. Vous avez essayé de me mettre sous tutelle, de me mettre dans une maison de retraite, de prendre ma maison, de fouiller ma vie à la recherche de ces papiers. J'ai touché le dossier, mais ça n'a pas marché, parce que Madeleine m'a laissé des armes. Elle m'a laissé des témoins. Elle m'a laissé une protection juridique. Et plus que tout, elle m'a laissé la vérité. Le salon était en silence absolu. Même la musique s'était arrêtée. Une centaine d'yeux braqués sur nous, certains horrifiés, d'autres fascinés, comme s'ils regardaient un film, mais ce n'était pas un film, c'était notre vie, et elle commençait seulement à présenter l'addition. Je suis resté à regarder le visage d'Auguste. Il a fait mine de se lever. « Monsieur Morvan, c'est absurde. Vous ne pouvez pas... » « Je ne peux pas quoi ?» J'ai coupé. « Je ne peux pas montrer la vérité. Je ne peux pas défendre mon nom. Je ne peux pas me protéger de mes propres enfants. » Je me suis penché sur la table jusqu'à le regarder dans les yeux. « Ces documents sont déjà au parquet, copie certifiée, remise ce matin, avec les preuves que Roger Renaudin a gardées. Mon témoin depuis 26 ans. Derrière moi, Roger a fait un pas en avant. Il a acquiescé. Et avec de nouveaux témoignages d'employés, d'entrepreneurs, de gens que vous avez piétinés pendant des années. » Auguste s'est effondré sur sa chaise. Madame Remedios a porté la main à sa bouche. Gustave regardait les papiers comme si c'étaient des serpents venimeux. Et c'en était, venimeux pour eux. Je me suis redressé. J'ai fait face à mes 3 enfants. Vous devez vous demander pourquoi je suis venu ici, pourquoi j'ai gâché cette fête, pourquoi je vous ai exposé devant tout le monde. J'ai fait une pause, parce que je voulais que vous ressentiez ce que j'ai ressenti quand vous m'avez laissé seul le 24, quand j'ai découvert que j'avais payé mon propre réveillon avec ma carte, quand j'ai su que ça faisait 5 ans que vous me mentiez. Je voulais que vous ressentiez la honte, l'humiliation, la trahison. Véronique pleurait. Philippe fixait la nappe. Sylvie me regardait en suppliant. Mais ça ne comptait plus. Vous avez choisi l'argent à ma place, le statut à la place de la famille, le mensonge à la place de l'amour. J'ai pris le dossier, je l'ai refermé. Maintenant c'est moi qui choisis. Je vous choisis hors de ma vie. Le silence était de veillée funèbre. J'entendais jusqu'à ma propre respiration et le cœur qui battait dans la poitrine. J'ai sorti une enveloppe de la poche intérieure de la veste. Je l'ai laissée sur la table. Ici, il y a une copie de tout pour vous, pour que vous sachiez exactement ce que le parquet a entre les mains. J'ai regardé Auguste. Vous décidez si vous voulez sauver l'entreprise ou sauver vos mensonges. Si vous coopérez à l'enquête, peut-être, juste peut-être, vous pourrez réduire la peine. J'ai tourné le dos. J'ai commencé à marcher vers la sortie. Roger à mes côtés. « Papa, attends. » C'était Sylvie. Elle est venue en courant derrière. Elle m'a attrapé le bras. « Papa, s'il te plaît, je regrette. Vraiment. » Je l'ai regardée. J'ai vu la petite fille qu'elle était, celle qui courait dans le jardin, celle qui me demandait des histoires pour s'endormir, mais cette petite fille était restée dans le passé. « Sylvie, tu as eu 1000 chances de choisir, de rester de mon côté, de dire la vérité. Mais tu as toujours choisi eux. » J'ai dégagé mon bras. Maintenant, vis avec ce choix. J'ai continué à marcher. Je suis sorti du manoir. L'air froid de décembre m'a frappé le visage. J'ai rempli mes poumons. Libre, dehors, appuyés près de la voiture de Roger, ils étaient tous là à m'attendre. Karim, Jérôme, Fatima, Camille, Mathis et maître Gérard Bonnard, tous là, tous souriants pour moi. Mathis a couru dans ma direction. Je l'ai soulevé dans mes bras. Ma colonne vertébrale a protesté. Je n'y ai pas prêté attention. « C'est fini, papy ?» il a demandé. J'ai acquiescé. « C'est fini, mon petit. » Camille m'a serré dans ses bras. « Je suis fier de vous, papy. » Les yeux de Fatima brillaient de larmes. « Monsieur Morvan, vous êtes l'homme le plus courageux que j'ai jamais connu.
Roger m'a donné une tape légère dans le dos. « Bien joué, Jean-Pierre, Madeleine serait fière. » J'ai regardé le ciel. Les étoiles brillaient fort. « Merci, Madeleine, » j'ai murmuré, « de prendre soin de moi jusqu'au bout. » On est partis, tous ensemble, en 2 voitures pour ma maison, pour attendre le nouvel an, pas avec ceux qui partagent mon sang, mais avec ceux qui ont choisi de rester, ma vraie famille, celle que j'ai choisie et qui m'a choisi aussi. J'ai passé le réveillon avec ceux qui voulaient être avec moi, pas par obligation, par amour vrai. On a trinqué à minuit. Karim, Jérôme, Fatima, Roger, Maître Gérard, Camille, Mathis. Tout le monde riait, tout le monde proche. Dans mon salon, dans ma maison qui ne semblait plus vide. Mes enfants ont appelé après. Véronique a été la première, en larmes demandant pardon. J'ai écouté, mais je n'ai pas répondu. Philippe a envoyé des messages, pleins, disant qu'il ne savait rien, qu'il avait été sous pression, encore des mensonges. J'ai effacé. Sylvie est venue à la maison. 3 jours après. Elle a frappé à la porte, je l'ai laissée entrer. On a parlé. Elle a pleuré, dit qu'elle voulait changer. Qu'elle voulait me retrouver, j'ai dit, le pardon, on ne le demande pas, on le mérite. Elle continue à venir chaque semaine avec Mathis, peu à peu. Peut-être, juste peut-être, qu'un jour je recommencerai à faire confiance. Parce que pardonner, ce n'est pas oublier. Pardonner, c'est décider de ne plus porter le poids de la haine. Mais ce n'est pas non plus faire semblant que rien ne s'est passé. Il y a des choses qui se cassent et ne se recollent pas. On apprend à regarder ce qui est cassé et à l'accepter tel quel. Et la famille, ce n'est pas ceux qui partagent ton nom. La famille, c'est ceux qui restent quand tout s'effondre, quand l'argent s'épuise, quand il n'y a plus de prestige, quand il ne reste que toi. Et même là, la personne choisit de rester. Ça, c'est la famille. Aujourd'hui, j'ai 79 ans. Une maison qui sent le café fraîchement passé et la visite qui arrive. Un petit-fils qui me serre dans ses bras pour de vrai. Un ami qui vaut comme un frère. Et des documents qui ne sont plus mon fardeau. Ce sont mon bouclier. L'enquête continue. Beaumont-Vasseur est dans la mouise jusqu'au cou. Philippe a perdu son emploi. Véronique a vendu le manoir. Les conséquences sont arrivées, comme elles arrivent toujours. Tôt ou tard, la vérité apparaît. Et quand elle apparaît, elle n'a pas de pitié. Et toi, tu as déjà été trahi par quelqu'un qui aurait dû te protéger? Tu as déjà dû choisir entre pardonner pour te libérer ou t'accrocher à la rancune pour toujours? Entre l'obligation du sang et ta propre dignité? Raconte ici en bas. Ton histoire compte, parce que peut-être que quelqu'un quelque part traverse la même chose, et ce que tu as vécu peut être la main dont cette personne a besoin pour ne pas couler. Si cette histoire t'a touché, laisse un like et abonne-toi à la chaîne. Active la cloche. Chaque jour, on partage des histoires vraies, des histoires de douleur, de trahison, mais aussi de libération. La prochaine pourrait être la tienne ou celle de quelqu'un que tu connais. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve dans la prochaine histoire.